Crafter. Oui, d'ailleurs, si vous savez pas qui est Moki, celui dont on va parler ce soir, c'est lui. Vous connaissez le fameux striptease? Merci Swan. Le fameux striptease là. Où il y a son... Moi j'en ai pas. Mon cher, moi je... Même quand je dors, je fais de l'argent. Oh là là. Je reçois des virements USD. Même quand je dors, je fais de l'argent. Merci, travail de hard... Je sais pas le dire. Merci beaucoup. À chaque fois que tu m'offres des subs, je suis en mode merde. Je sais pas le dire. Mais merci beaucoup pour les 5 subs. Vous voulez pas là, petit train de... Eh voilà, bah, on va faire quoi? Ouais, pas de stream sans train de hype. J'en ai marre. J'ai besoin de vivre, j'ai besoin de... Vous voulez pas balancer des subs un peu là, les gens? Vous êtes 300. C'est sûr qu'entre vous, il y a des gens qui connaissent. Qui connaissent bien. Enfin bon, bref. Vous avez... Oui, bon. Merci Golding Ringo pour le réabonnement. Merci beaucoup. Allez, les gens, pas de thunes. Oh là là. Merci Adèle pour le sub. Merci. Merci beaucoup. Allez. Merci Anastasia. Merci beaucoup. Appelle-moi juste travail. Ok, je t'appellerai juste travail. Non, mais je vais apprendre à le prononcer. C'est juste que j'ai jamais revu la prononciation, donc bon. On dit Harbi. Travail de Harbi. Harbi. Faut que ça vienne de la gorge. Travail de Travail de Harbi. Merci Davilou pour le sub offert à Thierry M. Savaden. Merci beaucoup. L'écrivain fauché là. Attends, il est abonné. Moki qui passe son temps à gueuler sur tout le monde. Oui, c'est fascinant, c'est incroyable. On se le met un petit peu là. Merde. Ah, espèce de con. Enlève cette eau. Enlève cette eau. Alors pour rappel, hein, moi je me suis intéressé du coup un peu à Moki. Il est particulièrement connu pour faire des films avec pas beaucoup de budget. Harbi. On dit Harbi. Il est connu pour faire des films avec pas beaucoup de budget. Et surtout, pour les tourner très très rapidement. Et généralement dans des coins un peu paumés de la France ou des trucs comme ça, bref. Et du coup il est insupportable sur les tournages parce qu'il veut aller vite, il a pas beaucoup de budget, bref, il est chiant quoi. Merci Davilou pour le sub offert à Sodome, let's go, merci, 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 merci. Continuez hein, continuez hein. Pareil là, oh. Ici, là, voilà, là. Non, pas là, là. Là avec les rochers, là, 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 là. Ici, là, là. Bon, alors allons-y parce que l'eau va avancer, on va être baisés comme des rats. Il y a un gros plan de rivière qui regarde ça. T'as compris? Donc on découvre. Mais tu le mets pas en amorce carrément avec eux? Là, oui. Et puis on prendra un contre-champ après. Parce Bon, que sinon, allez, allons-y. Ah, c'est bien de se mater ça avant de se lancer sur Moki, comme ça vous voyez un peu le personnage et le genre de film. Bon alors, c'est la première fois qu'on te voit. Tu es de dos là au départ et je te fais un gros plan. C'est la première fois qu'on voit l'inspecteur Lévy. On est en train de sortir un cadavre. Oh putain le flow hein. Putain l'espèce de blouson serré là. Ouais je sais, je connais, j'ai vu l'histoire, mais bottes de cow-boy. Il a fait pas mal de nanars de SF. Ouais, il a fait plein de trucs, il a fait des comédies, des trucs d'enquête. Alors lui, celui qu'on va mater, c'est un truc d'enquête. Mais ouais, globalement... Mais après, Moki, ça m'a l'air très inégal aussi, la qualité de ses films. Il y a des films que tu retiens, il y a des films qui sont... En fait, c'est presque... Des fois, c'est presque l'impression que c'est un auteur de téléfilm, hein, pour certains, tu vois. Dans la flotte, c'est un summum. De bons téléfilms, meilleurs que la plupart des téléfilms, mais il y a une qualité téléfilm, un peu. Allez, moteur. ça serait pas dans l'optique, Pierre? Bon, allez, moteur. Ah, Anton, on va pas rester là. Ah, désolé, Claude Ego. 2 heures, hein. Très bien. Allez, moteur. Qu'à mettre à la hauteur des yeux, bien sûr, s'il te plaît. Moteur. Motard. Quand est-ce qu'il s'énerve, là? Moteur. Les deux qui arrivent, tu les vois? Tu regardes pas la caméra, tu vas dire. Enlevez ces deux cons qui sont là-bas. Les pauvres, ils se baladent. Allez, moteur, putain de merde. Moteur. On va sonner, voir si on peut pas tourner là. Allons voir. Ah, c'est vraiment les films français. Là, ils sont en Bretagne, non? En plus, en Bretagne, quoi. Grande baie vitrée, là, regarde. Une grande salle à manger avec verre vitré où on voit la mer. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cette petite bicoque. Oui, bah, on va demander... Ah oui, l'archive avec Moki qui drague Christine Boutin. Oui, bah. Moki, d'ailleurs... Oh là, sacrément sexiste, hein, ce gars. Hein. Sacrément macho. Hein. Mais bon, on dirait que c'est l'époque. On mettra ça sur le fait que c'est l'époque. Alors, demander qui a... Vous pouvez pas encore un petit ça, un petit beat ou... Elle n'est pas à vendre, cette bicoque. Moi, je lâche très bien. Tu parles.
pour venir en week-end avec une belle fille. Salut, c'est Broly. pas mal. Allô? Il y a du monde? Merci Davilou. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est en Normandie, ouais bah du coup proche de la Bretagne quoi. Et je reconnais un peu, ouais c'est vraiment le temps de la Normandie-Bretagne là. Pas? Ah mais ils rentrent chez les gens? Un beau living, il le regarde. Mais qu'est-ce qu'ils font? Merci Loni pour les 100 bits, merci beaucoup. Salut à toi. C'est un beau living. Vue sur mer. Attends, ils rentrent vraiment chez les gens? Il n'y a pas un rat. Oh là là, c'est chiant. Bon, ben on n'est pas plus avancé. Il est parti travailler. Merci Bart Balboa. Curieux, les gens laissent leur maison toute seule comme ça. Et ça me laisse rêveur. Ah oui, c'est un peu le problème quand des gens rentrent. Bon, en tout cas, la plage, on peut retenir la plage. Faut pouvoir bouffer ce soir. Pour les faire bouffer et... Oui, c'est ça, il va pas l'emporter sa maison. Là, on parle que de bouffer dans ces films. Oui, je suis un peu étonné. Et après, ils mangent une côte de porc. C'est ça qui est terrible. J'augmente le son. Je sais pas si le son est fort, je l'augmente pour moi. J'entends rien. Tant manger. Mais ils travaillent pour manger finalement. Pas tout le monde, tu sais. Merci Non, beaucoup mais Black dans Sheep. le sens Merci beaucoup. littéral du terme. On peut travailler pour faire autre chose, pour acheter des trucs qui vous plaisent. Et là, c'est pour manger vraiment. Je vais te montrer le Oui. restaurant où j'ai bouffé hier Vous soir. n'entendez pas très fort. Attendez, je vais augmenter. Hop. Est-ce que c'est mieux là? Tu vois, c'est celui-là. Là. Il est là? Non, il est tout fermé. Mais lui, c'est 80 balles. 80 balles, c'est cher. J'ai terminé les gens comme ça dans le cinéma français. Bah, le cinéma français est en crise, hein. On va pas se le cacher. Hein. Depuis le Covid, là, c'est chaud. Hein. Il y a peut-être quelques auteurs un peu bizarres qui vont encore faire des films, mais bon. C'est trop cher. Le voilier, c'est moins cher, mais on peut pas aller au voilier, c'est trop loin. C'est dégueulasse. On devrait manger pour 30 balles par jour, ça serait bien suffisant. Bah si, une crêpe. Ils vont tous crever de cholestérol à force de bouffer. Tiens, voilà la pizzeria, elle est là. Alors, on va y arriver, hop, Ah, ça me donne envie de bouffer une pizza comme ça. là. En Normandie, en plus, avec des pizzas à la crème. Fais voir comment il est cher ou pas, non. Ou alors de l'agneau des présalés. Oh, brebis des présalés, je sais pas quoi là. Oh là là. Ah, trop envie de craquer. 32 francs. Il est là, ce monsieur. Il nous faudrait une vingtaine de repas. Une salade, une pizza, un dessert. Alors, vous faites ça à combien? Parce que Qu'est-ce qu'il y a comme vous avez dessert? un concurrent là-haut qui est l'hôtel de Montéterre. Alors je prends vous ou lui. Chez Dédé, oui. Un Dédé. Ah oui, Dédé. Même chose. Ah ben je sais que c'est pas la même chose parce que En vrai, basé, hein, c'est lui qui y va. Hein. C'est lui qui y va avec son chef-op. C'est lui le chef-op, non? C'est ça? Il y va avec lui, il prend les... C'est une autre façon de faire du cinéma. Hein. moins cher, moi. Généralement, c'est pas un truc que tu fais en tant que réalisateur. C'est pas une bonne combine. Retournons au petit 3 hôtel et on va le prendre à la gorge, lui. Allez, on va se démerder. Fais faire un petit repas Ah ouais. à 60 balles chez l'autre, c'est tout. Ah mais je vais vous faire un couscous. À la place Et de un tout ça. couscous, c'est pas Ah, mal, ouais. c'est original et puis... Là, ça fait 15 ans de plat, puis quand j'en fais, croyez-moi que les gens se régalent ici. Bon, alors faites un couscous Eh. à 80. Voilà, ça suffit. Un couscous, un dessert, puis c'est fini. Voilà. Ah, ça me donne faim. Pas de Eh ben ça, fromage c'est parce une que bonne idée. Putain, mais d'ailleurs, je suis dégoûté, ça existe plus les trucs Halo Couscous. En vrai, chez moi à Lille, il y avait un Halo Couscous, il était trop bon. vous savez que la plupart Ça existe plus ça, c'était bien. des gens ne bouffent pas de fromage Non. ou pas de dessert parce que nous, on est obligés syndicalement à faire fromage, dessert, etc. Mais ils ne les mangent pas. Mais un Hier, couscous, ça va il y a plaire, ça va sur plaire. 20 Ils vont repas, parler, il y a eu hein. 10 personnes qui n'ont pas pris de dessert. Vous vous rendez compte? C'est formidable. Oh bah arrête, écoute, on te fait faire un Oh plat là là, spécial mais en pour plus le couscous, si t'aimes pas, t'enlèves les légumes ou la viande. toi. Là, tu bouts de la semoule et puis voilà. Oh, t'exagères, c'est tout ce que je déteste. La choucroute, oui. La choucroute, oui.
Ah, choucroute. Attention, nous n'avons pas plus de Ah ouais. 89 000 francs de défraiement avec les hôtels. Donc si tu me prends 60 000 francs pour les défraiements, Mais il n'y a pas que ça, Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'il y a pas d'autre? tout. Je voudrais que je monte mes cahiers. tes cahiers, Ah bah oui, mes cahiers. qu'est-ce qu'il y a dans Bah tes tout, il cahiers y a tout. On a... Mais quel forceur, c'est incroyable. Hein. Il a entendu le mot cahier, il est en mode, il y a quoi dans tes cahiers? tout payé. Les cahiers secrets. Alors qu'il parle de comptabilité, ça me fascine. Hein. Ça vraiment, c'est Les restos, Moki, quoi. On ne les doit plus rien à hôtels. personne. Non, enfin, on a un peu payé l'hôtel, on n'a pas tout payé, mais la déco, les C'est cher tout ça, mais on accessoires, pourrait pas la voler un régie. peu d'argent. Si, ça serait bien qu'on puisse s'envoler. Je passe Jean-Pierre 2 minutes. Vous allez faire juste un petit mot, puis c'est bon, on peut les prendre. Oui, Madame Rossen, c'est moi, oui. Écoutez, bon, Oh, les GSM de l'époque, les gros tels, là. bonjour, oui, on a eu des petits problèmes la semaine dernière. Là, vous mettez 20 000 balles, là. 30, Jean-Pierre. 30. Parce qu'il y a des fraiements aussi qui arrivent et tout. D'accord, mais moi, je vous ferai un reçu. Qu'est-ce qu'il voulait, un fax? D'accord, ok. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Bon, alors, il faut que je te fasse un chèque. Bon, allez. Et un mot pour toi en disant que tu as le droit de chercher ce pognon. Mais je sais pas pourquoi il y en a autant. En vrai, je suis désolé, c'est quand même la belle vie, hein. Quand même ce mec est un connard absolu, c'est la belle vie. T'es là, t'es réalisateur, c'est toute la troupe, vous êtes en Normandie, ça graille. On se met bien, c'est la famille un peu. Bon, la famille difficile, mais... La mère, elle avance J'ai posé une question, tu m'as jamais répondu. Elle est là, la caméra, elle peut pas être ailleurs. Ta gueule, là, le projecteur. Et tu me fais chier. Alors, qu'est-ce que je suis venu faire là? Alors moi qu'est-ce que tu m'emmerdes? Alors elle est où la caméra? Vous êtes anormal, quoi. Vous n'êtes pas foutu de donner une position de caméra. Mais la caméra. Et après, je serai pas prêt. Moi, j'arrête ton truc. Je finis aujourd'hui et je m'en vais. C'est fini. Et vous ouais. savez pas ce que vous voulez, non, vous êtes Tu pas sais, foutu. tu me fais chier. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu me fais engueuler avec tout le monde, bordel de merde. Et t'es un bordelique. Tu ne sais pas ce que tu veux. Enfin, je fais un raccord dans le mouvement, espèce d'idiot. tu comprends pas ce que je fais? Tu comprends pas. Tu expliques Oh, la belle calvitie, hein. mal. Tu ne sais pas expliquer. On voit Attends, tout, là. je pose ma caméra, puis voilà. Ça fait 16 heures par jour depuis 10 jours. Merde. Ça fait Ah, mais en plus, tout ça, c'est des passants, des journalistes qui filment ça. 140 heures depuis 10 jours. Tu me fais chier. Moi, j'aime bien, c'est très cinéma français, hein. Voilà, c'est ça la fierté du cinéma français, c'est ce genre de scène. Moi, je suis un vieux monsieur et c'est fini. J'ai fini ce film et je n'en ferai plus avec toi. Bon, écoute, pour faire un plan comme ça, tu veux rigoler, j'en ai fait 10 000. T'en as pas fait 10 000. 10 000, tu veux que je montrerai? Non, non, je connais tous tes films. Ouais, j'ai fait de la mer, mais plein de mer. Ouais, et il y en a un particulièrement où vous êtes dans le noir, on ne vous a même pas parlé. Quoi? Je ne veux pas le citer, le film, je le connais. C'est pas possible de travailler Tout ça, comme ça n'arriverait pas si tu ne disais rien. Comment si je disais rien? Putain, il est fort, hein. Il a réussi à le retourner en mode... Il est fort, le chef Hop, hein. Vraiment, il lui a cloué le bec un peu, là. T'as rien compris? Tu Rien du comprends tout. pas ce que je suis en train de faire? Et tu comprends pas? Non, tu es d'une mauvaise foi remarquable, là. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Un plan où elle descend là, un autre plan qui fait là. Mon Qu'est-ce qu'il y cher, a c'est pas le d'extraordinaire? problème. Le problème, c'est que simplement, on doit te mettre de la lumière sur le visage. Il a peut-être un cocard, ouais, hein. Parce que il disait que c'était un bagarreur, Moki. Il se battait beaucoup, mais justement, il se battait sur les plateaux. C'est-à-dire que là, on a la version SOP, mais il y a des versions où il s'est carrément battu avec des techniciens et tout ça, bien sûr. Voilà, c'est tout. Et alors, pourquoi il n'y a pas quelqu'un avec une batterie et Non, c'est mais tout? tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a trop de monde là, c'est cher tout ça. Ils sont plus nombreux que d'habitude. Est-ce qu'il n'y a pas des squatters là? Il n'y a pas des types qui sont venus et qui n'ont rien à foutre là? Vous me garderez les os des côtes de porc pour mon clébard. Mais vous n'avez pas de reste autrement. Ils ont tout bouffé chez vous là. Les hôtels en province et les restaurants sont plus chers qu'à Paris, ce qui n'est pas normal. C'est vrai ça? C'est pour ça que j'aimais bien le voilier, parce que le voilier, c'est pour les prolos. C'est un gars qui n'a pas de frais, qui va là-bas, il paye 58 francs. L'autre jour, je suis allé là-bas, j'ai mangé, j'ai payé 58 francs. Moi, j'ai jamais payé ça dans un restaurant, 58 francs. J'ai eu un hors-d'œuvre,
un café, un plat. Aujourd'hui, il y avait un... C'est quoi un hors-d'œuvre? Désolé, je sais pas ce que ça veut dire dans les restos là. C'est quoi un hors-d'œuvre? Un roast beef, tu l'as mangé, il était bon. Hein. Oui, quel crevard, oui, oui, bien sûr. Non, il y avait 3 tranches de roast beef, un hors-d'œuvre, Une entrée, ok. Entrée froide. un fromage, une île flottante, un café, un quart de vin, 58 balles. Mais essaye de faire ça chez toi, même chez toi. Ouais, c'est vrai que c'est cher. Expression de Bourges. Après, c'est pas non plus un Bourges, Moki, à la base. J'ai un estropié qui fait des chèques. Heureusement, comme ça, personne les encaissera parce qu'ils sont tellement mal écrits. Ça fait 9 €. Bah oui, mais le prix de la vie était pas le même. À l'époque. Ça avait pas la même valeur, vous forcez. C'est écrit comme un cochon. That's Moki's signature. C'est une fausse signature, comme ça le mec pourra pas la toucher. Tenez. Ah ouais? Préparation terminée, tournage. Quel radin! Allez chercher la dame. Non, 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 surtout pas. On n'est pas prêt. Comment vous êtes pas prêt? Non, on n'est pas prêt. Il y avait une demi-heure de préparation, elle est écoulée. Oui, oui, d'accord. C'est fini la préparation. Il faut que je le fasse maintenant, mon vieux. Il y a beaucoup de boulot, là. Ah mais attendez, en fait ça fait 3 jours qu'ils veulent faire un plan et ils arrivent pas à le faire, c'est ça? Hein? C'est quoi leur problème? Ils ont un problème de stabilisateur, de... Je comprends pas. On n'écoute pas parce que on n'en sort pas. Mais c'est vrai que le duo ça fait un peu Dany et Raz, hein. Je vous paye des Alors, vacances le vieux Raz là, au bord de mer. Vous vous rendez compte, vous avez du pot. Dany le patron qui est saoulant. C'est encore long. Ah oui d'accord. Putain. Ça y est, vous êtes prêts? Nous sommes prêts bientôt, monsieur. Allez. Rappuie encore une fois, voilà, voilà. Attention. Voilà, et tu te Attention, il retournes. commence à pleuvoir. Apportez un parapluie pour elle. Apportez-lui un parapluie. Ah, il va s'énerver parce qu'il pleut, c'est ça? Ah, je t'ai dit qu'il allait pleuvoir. Regarde ça, il va pleuvoir, elle ne pourra pas avoir son chapeau. C'est un désastre. Allons-y maintenant. Ça traîne trop, ça. On ne peut pas faire ça avec des projecteurs. Il faut faire ça à la main. Ça dure des heures, ça. Allez. Attends, tu sais ce que tu viens de dire? Tu fais ça à la main avec une pana, tu dis n'importe quoi. J'en veux pas de pana, tu fais ça au camé. Non. Personne n'a prévu un parapluie, c'est quand même fort. Ben oui, mais maintenant, elle va attraper une saucée avec moi, on pourra pas tourner, il faudra nous sécher. Oh, le blouson Adidas à l'ancienne. Il est bien le blouson en vrai comme ça. Ça va durer jusqu'à demain. Faisons-le, putain. On n'en fait plus des comme ça. Ça va être une tragédie, ce truc-là. Ça devient de pire en pire, ce tournage. Je sens qu'il est en train de monter là, il va péter un plomb. Allons-y. Où est-ce qu'il y a des parapluies? Personne ne... Cette conne d'Hélène, elle comprend pas qu'il faut des parapluies, là. Elle pourrait en demander 2, on est à Cherbourg, il y a plein de parapluies. Ah nom de Dieu, oh. Moi, je vais être mouillé, on va pas pouvoir tourner la scène. Oh là, c'est chiant, vraiment. Oh. Il est 1h30 pour faire ce petit truc-là. Vous avez perdu du temps au départ. Oh. Il va pleuvoir, là. On ne pourra pas faire la séquence. Il est chiant, oh là là. C'est prêt ou c'est pas prêt? Allons-y. Oh là là. Bon, allez, moteur. Oh, moteur. Tu te mets... Moteur, allons-y, il pleut. Oh, merde. Tiens, on pourra pas le faire. On pourra pas le faire. Écoutez, qu'est-ce que vous attendez encore? Oh là 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 là. Maintenant, on a attendu qu'il pleuve. Puis on pourra pas continuer la séquence. Je me demande s'il l'a sorti du coup son film parce que ça a l'air catastrophique. Hein. Michel, un vin. T'as un vin? Il y aura de plus en plus de vent. Tout à l'heure, il n'y avait pas de vent. Maintenant, il y a du vent. Pourquoi on ne tourne pas tout de suite? Pourquoi on fait toutes ces simagrées? Alors, ça y est? Où est-ce qu'il est, ton perchman? Vous êtes complètement tapé ou quoi? Où est-ce qu'il est, ton perchman? Où est-ce qu'il est? Ben, comment tu sais pas? Ben, alors, viens là. Mais tu es fou ou quoi? Ça fait 1h30 qu'on est là.
Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais vraiment, hein, vous vous foutez de moi, hein? Où il est parti, C'est vraiment lunaire. Hein. celui-là? Mais où est-ce qu'il est? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? Qu'est-ce qu'il fout? Bon, j'ai pas le temps d'attendre, hein, moi. Mais t'as pas de son? T'as pas de Perchman que vous... On va le faire muer, écoutez. Ah oui, oui, ok. Ça devient... Mais écoutez, le Perchman n'est pas là, tu te rends compte? Mais c'est une plaisanterie, ça. Allez, tournons. Il arrive. Qu'est-ce qu'il fout, Il va là, le Perchman qui va se faire démolir. ce con? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Viens là, nom de Dieu! Oh, mais qu'est-ce que tu allais foutre là-haut? Qu'il est con, celui-là aussi. Oh! À mon avis, il est pas bête du tout. Je suis sûr, le Perchman, il est malin. Il s'est dit, ouais, ça va être pourri pour la prise. Je vais aller enregistrer la mer loin de lui parce que bien évidemment, il gueule. Comme ça, au montage, on rajoutera. Je suis sûr, il a eu cette intuition. Du coup, il se fait engueuler. Les moteurs! Vite, vite, il y a le Allez. soleil qui va sortir, mes enfants. Allez, moteur! Moteur! Vite au départ, allez, allez, allez. Allez, Voilà, moteur! dans 30 secondes, on raccorde absolument. Allez, moteur! Allons-y. Moteur! Clap de fin éventuellement. Moteur! Moteur! Vas-y, vas-y, Jean-Pierre. Moteur! Moteur! Allons-y. Moteur! Oh putain, moteur! Moteur! Ah là là. Ah, quel classique. Bon. Et du coup, la vidéo de Vieux Man sur Moki. Alors, pas ce film-là. Film de Moki. Alors, c'était quoi le nom du film? C'est Une ville à vendre, c'est ça? Bon. J'ai pas vu beaucoup de Moki. Hein. Il y en a peut-être que j'ai oublié, mais... T'as vu le Sardoche? Comment ça, le Sardoche? Sur les propositions. Comment ça, le Sardoche? Fais gaffe, il y a des boobs dans la vidéo à 24, 13 et 25, 5, 44. Attends, je vais noter. C'est sûr, hein, c'est précis, c'est bien ça. Hein. Et oui, je sais que dans le film, il y a des boobs et ça va me saouler. 24, 13 et 25, 44. Ok, merci beaucoup. Ok, merci. Sur le côté, il y avait un sosie de Sardoche moufette près le striptease Moki. Ah, j'ai pas vu, pardon. Ah, mais si, le truc des collages. Oui, bon. Oui, je vois lequel. Bon, allez. Ce n'est qu'un au revoir, ma sœur. Ah, tiens, il a... Ah, oh. Oh, j'ai pas le... Mais putain, mais à chaque fois que je mets play, les vidéos, elles se remettent au début, ça m'énerve. Au revoir, ma sœur. Ce n'est qu'un Oh, j'ai pas le temps d'attendre, hein, moi. car nous nous reverrons, ma sœur. Car nous nous reverrons. C'est alors que Vieux Man, c'est un connaisseur de Moki, hein. En fait, il est spécialisé sur certains cinéastes, dont Moki. Moteur! Moteur! Vite au Moteur! Et ce sera Allez, moteur! Moi, j'ai bien, il est... Je sais pas s'il a suivi mes conseils, mais moi, je lui ai dit d'en faire plus en mode intro, un peu, se faire des délires et tout ça. notre Seigneur, raccorde dans la absolument. miséricorde. Parce que ça tombe bien. Allons-y. Moteur! Clap de fin éventuellement. Malheur au barbu. Jean-Pierre. Malheur au barbu. Il m'a écouté. Oh. On trouve dans l'histoire. Mais non, en vrai, en plus, il avait expliqué, c'est juste que ces vidéos-là, il les fait avec son pote cinéaste ou je sais pas quoi. Enfin, c'est cinéaste, hein, je sais plus. Et du coup, ils se font des délires entre eux, parce que bah, c'est des potes, bon bref. Ecclésiastique écrite par le moine Orderic Vital au XIIe siècle, un étrange récit concernant les relations entre les vivants et les morts. Nous sommes dans la nuit du 31 décembre 1091 à Saint-Aubin de Bonneval, dans l'Orne. Alors qu'il retourne dans son église après avoir assisté à un malade dans son agonie, un jeune prêtre nommé Valchelin voit une procession menée par un géant armé d'une massue et suivi d'une armée d'hommes vêtus de peau de bête et munis de soufflets. Parmi ces hommes, Valchelin peut reconnaître plusieurs personnes récemment décédées. Ils sont suivis de personnages minuscules, aux têtes énormes et de femmes échevelées, sexuellement excitées. Voilà donc la Ménie-Elquin que beaucoup disent avoir vue, Il parle de carnaval, là, non? dit le jeune prêtre au moine Orderic Vital. Je me refusais à croire ce qu'ils en disaient et je m'en moquais, parce que je n'en avais jamais eu la preuve. Mais maintenant, en vérité, ce sont bien les mânes des morts que je vois. Ménie veut dire maisonnée, famille étendue, entourage.
Elquin est le nom donné au géant qui mène la procession. Moi, j'attends vraiment, si jamais il fait un bouquin avec un bouquin avec une telle qualité autant que sur les 100 rois, sur le carnaval, je suis conquise. Au cours des siècles... Moi, j'ai besoin de voir un bouquin comme ça. Bon, après, je suis sûr qu'il en existe. Hein. C'est juste que de sa part, je vois qu'il est enjoué par le sujet. Son nom se transformera et deviendra Arlequin. Arlequin le roi commande à l'Achéron, peut-on lire dans un poème de 1585. Il est duc des esprits de la bande infernale, la procession de la Ménie-Elquin et le cortège des âmes errantes en quête du paradis. À la même époque, en Saxe, on voit passer la Ménie-Elquin entre Noël et l'Épiphanie. En 1125, à Péterborough, on l'entreaperçoit pendant Carême. Au fil des apparitions, on y ajoute d'autres êtres, enfants non baptisés, trépassés de morts violentes, suicidés, défunts impénitents ou demeurés sans sépulture. Paulin Paris, historien de la littérature médiévale, fera remarquer que le nom de Elquin se donnait initialement au feu follet. Mais oui, Arlequin, à la base, si vous savez pas, c'est une figure assez bon. Voilà, c'est les bases de carnaval et tout ça, c'est très lié au rite mortuaire et tout ça. Comme Halloween, hein. Halloween qui ressemble pas mal au carnaval, en fait. C'est un peu la même fonction, même si, bon, ça a été beaucoup dévoyé, le capitalisme, tout ça, vous connaissez, les États-Unis. Mais à la base, c'est une cérémonie des morts, quoi. Bon, après, si on remonte encore plus loin, c'est même une cérémonie liée à des animaux. Bon, bref, il y avait des trucs païens à la base. En gros, c'est des anciennes fêtes païennes qui ont muté avec le temps. Et pas ce qu'il y a de plus étrange. Ce qu'il y a de plus étrange, c'est que les âmes errantes ne semblent pas faire pénitence. Les âmes errantes font la fête. Cet esprit joyeux, à la fois macabre et malicieux, aussi comique qu'effrayant, partagé entre les vivants et les morts, les saints et les monstres, se retrouve dans le grand art de la fin du Moyen-Âge. En particulier, le Jardin des délices de Jérôme Bosch. Comme la Ménie-Elquin, la peinture de Jérôme Bosch est une fête. Et toute fête est la fête des âmes errantes. Dans toute fête à laquelle nous nous rendons, il y a des morts qui s'y invitent. Cette fête est d'ailleurs peut-être davantage leur fête. Ah putain, bah ouais, Jérôme Bosch, hein. Incroyable, hein. De la... C'est fascinant, quoi. Enfin, ça nous vient de si loin et il y a tellement de créativité, de fantastique, enfin c'est fou. Si une des deux tendances principales des grands récits que les hommes se racontent à eux-mêmes... C'est un tableau vraiment incroyable. Je crois que c'est Brad Pitt qui a dit que c'était son tableau préféré. Bon, après, bon, oui. Si une des deux tendances principales des grands récits que les hommes se racontent à eux-mêmes et que reprendra et magnifiera Hollywood est une histoire d'inégalité et de concurrence, de combat, de victoire et d'échec, une histoire de hiérarchie des mérites, d'ambition couronnée, de gloire et de bonne conscience, l'autre grande tendance est celle de la réversibilité des mérites. Un récit d'inversion des puissances du haut et du bas, une histoire d'utopie et d'amitié entre toutes et tous, qui va jusqu'à l'amitié entre les vivants et les morts, Carnaval. Et parmi les réalisateurs qui ont... Let's go, la vidéo sur Carnaval. Oh, j'aime bien ça m'attriste. Ont incarné la puissance elquinienne, bochienne, carnavalesque du cinéma, le plus exemplaire en France est sans doute Jean-Pierre Mocky. Bienvenue dans la fin du film, épisode 8, Ville à vendre de Jean-Pierre Mocky, le jardin des délices de la 5e République. Ah mais moi je suis d'accord, hein. Même ces tournages ont l'air carnavalesques. Hein. Une fois que la plupart des tableaux de Bosch ne sont pas des vrais mais des copies. Oui, bah comme beaucoup de tableaux, hein. Il ne reste presque plus rien des originaux. Oui, bon, ça m'étonne pas. Spoiler, la plupart des bâtiments anciens ne sont pas anciens. Ils ont été rénovés, enfin c'est juste barrant. Ville à vendre commence sur des images de démolition de Haut-Fournier. Alors, est-ce que je vous explique du coup? Bon, il va le faire, hein, vieux man, mais le plaisir aussi, c'est de vous expliquer un peu Ville à vendre de la pire des façons. C'est mon jeu à chaque fois, quoi. Vu que j'ai vu le film, de vous l'expliquer, mais avec les métaphores les plus stupides. En gros, il y a des trucs qui s'écroulent là, et c'est dans un village où avant c'était plein de mineurs, mais maintenant ils sont tous au chômage. Et au début, il y a la fête de village et les gens ils font pimpon, tireli pimpon et ils font la fête quoi. Et en fait c'est un village où il y a 80% de chômage et pour autant les gens ils ont ils ont une subvention et personne sait de la part de qui.
Mais c'est l'un des seuls villages où tout le monde était au chômage quasiment, mais il y a une subvention qui fait que les gens n'ont pas besoin de travailler parce qu'ils ont quand même... en fait, ils ont un genre je sais pas, de SMIC qui leur est offert par quelqu'un, mais on sait pas qui c'est. L'histoire est excellente. Ouais, elle est pas mal l'histoire. En gros, il y a un joueur de pipeau qui débarque. En fait, il y a une sorte de babos joueur de pipeau, mais en fait, c'est pas vraiment un babos parce que c'est un mec qui a travaillé dans l'informatique et il fait de l'autostop. Et en fait, d'un coup, il est dans la voiture de quelqu'un et il débarque dans ce village. Et au lieu de reprendre sa route et de continuer à faire de l'autostop, il se dit que ce village a l'air bizarre, donc il reste. Et il vole un jambon et il va le bouffer en haut d'une colline et il assiste. Du haut de la colline, il assiste discrètement. Enfin, il n'est pas censé voir cette scène, mais il assiste au meurtre d'une dame qui est la pharmacienne du village. Qui est tué, enfin c'est un peu bizarre comme histoire, et en fait il se met à rester dans le village et il mène l'enquête de son côté avec je crois la sœur ou alors la fille de la pharmacienne, et de plus en plus de gens se mettent à crever, donc c'est un truc d'enquête policière, c'est un film un peu noir, mais oui, bon, un peu noir quoi, pas non plus le truc le plus noir avec l'esthétique film noir, c'est... Il y a justement ce côté un peu village, carnaval. Il y a un truc avec... en fait, vu qu'il y a 80% de chômage, les anciens travailleurs, il y en a beaucoup qui deviennent fous. Et en fait, plus ils enquêtent, plus il y a des meurtres. Et à la fin, on se rend compte... Bon, c'est un peu bizarre. On se rend compte que... Oui, pas comme explique mieux. Oui, bon, ça va, allez vous faire enculer. C'est mon plaisir d'expliquer. J'ai vu le film, j'ai bien le droit. À la fin, on se rend compte en fait que la subvention que touchent les gens, c'est parce qu'ils testent un médicament. En fait, ils testent un médicament bizarre un peu là. En gros, ils sont tous au chômage, mais on leur donne un médicament et... Bon bref. On va voir s'ils expliquent mieux. On voit des ouvriers qui pêchent à la ligne, réparent leur voiture ou jouent aux cartes. Nous sommes à Moussin, dans le Grand Est. Et c'est toujours la fête à Moussin. Tous les ouvriers sont au chômage et pourtant ils s'amusent. Alors, toujours la fête à Moussin? Toujours. C'est un carrousel. Les membres du corps médical, tous à cheval, avec un brassard avec le sigle de la Croix-Rouge, chantent. Les médecins, Monnery, Patrick Chardon. C'est mauvais la retraite pour la santé. Hermine Malorne. Les pharmaciens, Delphine Martinet. Oui, donc c'est avec la pharmacienne avec Marge Simpson, quoi. Antoine Picou. Monsieur Monnery, je suis communiste. Moi, le monopole, je chie dessus. Et Elvire, préparatrice en pharmacie. L'exploitation des femmes, mon vieux, c'est tout un art. Elvire, j'ai besoin de toi. Jean Boulard, kinésithérapeute et adjoint au maire. Et le vétérinaire Emilio Bingo. Voilà, donc globalement, beaucoup de personnages tournent autour du monde médical parce que y a une maison des fous, il y a la pharmacienne qui se fait tuer, il y a un vétérinaire, tout ça. Enfin voilà, c'est un peu le nœud de l'histoire, c'est que les personnes qui meurent successivement sont du milieu médical lié au village, quoi. Un ancien PDG d'informatique devenu nomade et flûtiste amateur, oui, voilà, joueur de flûte là, nommé Orphée, arrive dans la ville. Eh, tu te défends bien? C'est pour ça que je me fais appeler Orphée. Qui c'est? Le routier qui le dépose le prévient. C'est un drôle de patelin. Apparemment, tout est tranquille. Mais c'est une tranquillité qui te colle, un malaise comme dans les cauchemars. Et on sait pas pourquoi. Dès son arrivée, il croise les yeux d'Elvire, vole un jambon et s'installe en retrait de la fête. Le maire, Rousselot, et Emilio Bingo font un numéro de novembre, je connais pas. De clown pour les enfants. J'ai mangé la bougie! J'ai pas mangé la bougie! La bougie, non! Le char des médecins. Voilà, c'est la fête. Le village ne travaille pas, mais c'est la fête, les enfants. Donne un petit concert de musique de chambre. Delphine Martinet est excitée. Elle se prépare à donner un discours qu'elle voudrait un sermon du jour du jugement dernier. Un solde de tout compte. Enfin, ça fait 20 ans que je vous connais, je vous ai jamais vu dans cet état. Mais elle est soudain prise de malaise. Antoine Picou l'emmène à l'arrière et une main sort de l'ombre. Antoine Picou lui fait une picouse. Pour lui faire une injection. Delphine se sent très mal. Picou la ramène chez elle. Venez avec moi. Il la fait entrer dans sa voiture, puis percute volontairement un tracteur qui la tue sur le choc. Oui, voilà. Et en fait, c'est ça. C'est que, en gros, elle se fait piquer par une substance un peu bizarre. Et ensuite, le mec, là, en voiture... Il la fait entrer dans sa voiture, puis percute volontairement un tracteur qui la tue sur... Oui, voilà, on dirait il fait exprès de faire son dérapage pour que, boum, elle se cogne.
Orphée, qui a tout observé, fait une déposition. Oui, puisque lui, il avait volé un jambon, et il était sur la colline en train de grailler son jambon, à l'abri des regards de tous, et il assiste à la scène, quoi. Le maire et son adjoint s'offusquent, le traitent de marginal, l'accusent de faux témoignage. Mais prenez la déposition de ce marginal, hein. Un faux témoignage, ça peut coûter cher. Le capitaine Montier, mari infidèle se faisant des injections de seringues douteuses. Une petite pour la route. Oui, donc tout le monde, il y en a plein qui se piquent, mais surtout lui, là. Ah non, je pense que c'est plus lui, en tout cas, on le voit se piquer. Bah, c'est surtout parce que c'est le policier, quoi. C'est l'agent de police qui se tape des... Bon, bref. L'assigne à résidence dans On se dit bien que un peu crazy, ce village. l'école. De toute façon, il quitte pas la ville. Tant que l'enquête n'a pas abouti, il quitte pas la ville. Très vite, Orphée découvre que les embolies sont 12 fois plus nombreuses à Moussinques que dans le reste du pays. Et Elvire lui explique que 8 personnes sur 10 sont au chômage, mais reçoivent des allocations généreuses. Mais attention, il y a un mec bourré qui leur sert des allocations de nabab. On le connaît pas, ce type. Lors d'une partie de cartes, le maire reçoit un coup de fil de Delphine Martinet qui lui annonce qu'elle va se venger. Oui, donc Delphine Martinet, la pharmacienne qui a été tuée, elle passe un coup de fil à ce gars pour se dire je vais me venger. Voilà, l'enquête commence à devenir... Enfin, le mystère s'épaissit. Comment ça? Les morts se réveillent et passent des coups de fil? Mais où sommes-nous? Allô, c'est moi, Delphine. On m'a assassiné. Et je vais revenir me venger. Orphée apprend que les vertèbres de Delphine ont été volontairement brisées après l'accident. Oui, donc lui, il casse les vertèbres. Il s'en prend à Picou et lui demande de rectifier son témoignage. Le pharmacien prend peur. Comme le maire, il reçoit un appel de Delphine. Puis il est tué et son meurtre est Oui, donc Delphine a appelé 2 personnes jusque-là, l'autre et lui, là, le pharmacien. Et en suicide. Dans une lettre... Il y a un mec qui se met au milieu de la route pour faire exprès que le mec aille voir s'il va bien et ensuite il l'étrangle, enfin voilà. On retrouve près de son cadavre. Il dit ne pas supporter son sentiment de culpabilité suite à la mort de Delphine. Je suis responsable de l'accident où Delphine Martinet a trouvé la mort. Je ne puis lui survivre. Pardonnez-moi, Antoine Picou. Orphée et Elvire demandent de faire une autopsie du corps de Delphine, mais le capitaine Montier refuse. Ils vont voir Bernier, le médecin de la ville voisine, qui accepte, mais ils doivent poursuivre. Ouais, pourquoi vous discutez autant dans le... C'est quoi là? Vous êtes encore en... Cela déterrer le corps de la pharmacienne. Vous me poussez à l'exercice illégal de la médecine légale. Ça va vous paraître paradoxal. Le film a l'air trop bien, mais le montage, la musique et la narration de Vieuxman est total banger. Bah oui, là où je suis heureuse, c'est que il fait vraiment une bonne... Je trouve que sur certaines vidéos de la fin du film, il a un peu... En fait, une fois, je me souviens, j'étais un peu perdu, parce qu'il faisait pas vraiment ça d'un bloc. Des fois, là c'est bien au moins. On a le bloc, c'est bien expliqué. Et à la limite, oui, on n'a même presque pas besoin de voir le film, même si mon plaisir, c'est de voir le film. Vous me poussez à l'exercice illégal de la médecine légale. Oui, il remonte le film, ouais. Ça va vous paraître paradoxal, mais j'accepte. Une fois qu'ils ont creusé, ils se confrontent à un cercueil vide. Oui, donc voilà, les deux font l'affaire. Alors, rappel, parce qu'il l'a pas dit, elle, du coup, c'est la sœur ou la fille, je sais pas exactement, de la pharmacienne qui a été tuée au début. Et il y a une amourette un peu avec Orphée, là, le babos. Enfin, même si, bon, voilà, je lui dis le babos parce que ça me fait rigoler. L'autostoppeur. Et ils vont essayer de voir si elle est dans sa tombe, en fait. Parce que vu qu'elle parle des coups de fil, que diable? Serait-elle donc vivante? Enfin, vous comprenez? Y a personne. Merde, c'est Dracula, cette femme. Et lorsqu'il fuit, il manque de se noyer dans les marécages. Quand Bernier apprend que le corps a disparu, il comprend qu'il y a danger et refuse de continuer à être mêlé à cette histoire. Mais discrètement, il appelle la police judiciaire. Allô, police? C'est au tour de l'adjoint au maire et kinésithérapeute Jean Boulard de recevoir un coup de téléphone d'un mort, Picou. Allô, c'est Picou. Anxieux, il fuit lorsqu'Orphée veut lui parler et il est agressé pendant une partie de football. Orphée menace le capitaine Montier de dénoncer ses injections douteuses comme ses infidélités s'il n'ordonne... Ah oui, très bizarre d'ailleurs la scène du football. En fait, il y a quelqu'un, en fait ils font un match de foot et il y a quelqu'un qui est au-dessus et qui lui balance un ballon depuis un étage, depuis une passerelle, il lui balance un ballon et lui, vu que c'est un joueur de foot, bien évidemment, il fait quoi? Il fait une tête. C'est pas très logique, mais c'est... Bon, bref. Il fait une tête avec le ballon et j'ai l'impression... J'ai mal vu, en fait, parce que malheureusement, le film n'était pas en très bonne qualité. J'ai l'impression que sur le ballon, il y avait des épines un peu... Touche à ta mère, t'as pas vécu 1% de mes problèmes, visiblement, les antifas sont parfois aussi... Bon, allez. T'as pas compris que c'était pas le contexte. En fait, tu me saoules, là. Désolé, hein. Tout le monde est contre toi,
peut-être la discussion vous intéresse avec ce gars, mais là j'ai pas envie d'avoir un gars comme ça dans mon chat qui... Bon, voilà. Allez, ça dégage. Boulard de recevoir un coup de téléphone d'un mort, Picou. Allô, c'est Picou. Anxieux, il fuit lorsqu'Orphée veut lui parler. Il est agressé pendant une partie de football. Orphée menace le capitaine Montier de dénoncer ses injections douteuses comme ses infidélités s'il n'ordonne pas une autopsie de Delphine Martinet. Face au chantage, le gendarme accepte, mais il est tué par sa femme Eva, qui, cachée, avait tout entendu. On va en finir pour demain. Arrête. L'inspecteur Claire de Reims arrive en ville. Oui, bon voilà, tout le monde meurt globalement, quoi. Elle ordonne l'autopsie de Delphine. Il a pas compris l'ambiance, mais vous aussi vous lui répondez. Bon après, je comprends, hein, s'il dit des dingueries, ça donne envie de répondre. Je sais, après il y en a, ils ont le plaisir de débattre dans mon chat avec des droitards de passage. Mais je sais pas, là pour le contexte du film, ça me saoule un peu parce que j'ai envie de lire des messages qui parlent de ça. Le cadavre a bien retrouvé sa place dans le cercueil, mais il est embaumé et donc impossible à autopsier. Cul sec. Déjeunant avec les notables de la ville, Claire de Reims fait une syncope après avoir bu au cul sec son trou normand. Alors qu'elle est envoyée à l'hôpital, à moitié évanouie, oui, donc elle, c'est l'inspectrice judiciaire, bon bref, enfin voilà quoi. Le spectateur observe une étrange scénette. Les piégeant par leur talent de ventriloque, le maire et Monnery assassinent successivement Patrick Chardon et Hermine Malone. Voilà, donc là, le festival des morts. Venez, l'inspecteur. Hop. Ils attribuent à Chardon l'assassinat d'Hermine. Petit coup de couteau, hop, petit coup dans le dos là. Monnery part se débarrasser du corps de Chardon dans une poche de métal en fusion. Orphée poursuit le vétérinaire Bingo, dont il a appris qu'il était responsable de l'embaumement de Delphine, et il lui sauve la vie lorsque celui-ci s'enfonce dans les marécages. Bingo révèle à Orphée que Monnery est l'homme derrière les morts suspectes. L'explication à ces crimes se déduit peut-être de ses allers-retours au Luxembourg, à la Faxma, un cabinet de conseils commerciaux. Orphée s'y rend, il est reçu par un personnage mystérieux, Shade, joué par le réalisateur lui-même, dans un costume de clergyman et badigeonné de rouge à lèvres. Shade explique tout. Monnery travaillait pour le compte de la Cofarm, une entreprise pharmaceutique basée à Panama. En échange d'allocations généreuses pour les chômeurs de la ville, on testait sur eux le Juvénol, une molécule combattant le vieillissement. Mais qu'est-ce qu'on leur donnait à ces cobayes? Voilà, c'était tous des cobayes. C'était en gros, c'est une sorte de médicament pour les bourgeois qui veulent pas vieillir trop vite, mais ils le testaient sur les ouvriers qui avaient perdu leur travail, quoi. Voilà. Voilà, Big Pharma, quoi. Vite! D'où le fait que le personnel de santé de la ville qui aurait pu potentiellement avoir des doutes ou se rendre compte de tout ça, ou tout simplement se mêler de la bonne santé des habitants, et des sujets de test. En fait, ce qu'il a un peu oublié de dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu fous, quoi. D'où le fait qu'on se dit, ah putain, il y a un truc bizarre dans cette ville. Et du coup, lié aux médicaments, il y a peut-être des effets secondaires qui font que il y a des gens qui perdent la boule et tout ça. D'où le fait qu'on se dit, bon... voilà quoi, c'est le médicament, la contrepartie c'est ça, c'est que les gens deviennent un peu fous. Quel âge croyez-vous qu'ils ont? 25, 30 ans. 60. Quoi? 60 ans? Les membres du char de santé de Moussin étaient complices et plusieurs notables en prenaient, comme Delphine Martinet, le capitaine Montier et Hermine Malone. Monnery a tué Delphine parce que celle-ci s'apprêtait à tout révéler aux habitants de Moussin, puis, par peur de voir le stratagème rendu public, il a éliminé un à un tous ses autres complices, Picou, Boulard, Malorne et Chardon. C'est également lui qui donnait les coups de fil des morts. Monnery avait autrefois appartenu à l'université, à un groupe récréatif, spécialisé dans la... Ça me fait toujours rire les accents allemands dans les films. Oui, ils ont créé le médicament. Alors la technique, c'est qu'il faut qu'on voit tes dents du bas, parce que les Allemands, on voit leurs dents du bas. Oui, ils créent le médicament pour tous les tester comme des cobayes. Non, je fais même pas bien pardon. La émission vocale. La Faxma nie toute responsabilité. La Cofarm les assurait que le médicament n'était testé que sur des volontaires. C'est l'accent suisse allemand. Oui, bon, ça va. La Faxma se débarrasse discrètement de Monnery. Orphée retourne à Moussin et apprend que l'affaire est tout à fait classée. Dégoûté, il décide de partir. Le routier du début le prend en stop. Casse-toi. Le maire présente le nouveau corps de santé de Moussin. Lors de son discours, sa voix mue par erreur avec celle de Monnery. Et je vous annonce que les subventions sont non seulement maintenues, mais augmentées. Oh, ça, j'avais pas capté ce détail-là, moi.
Précis quand même. 200 francs par mois. Elvire décide de poursuivre l'enquête. L'affaire n'est pas terminée, mais c'est la fin du film. Oui. Bon, en gros, ils sont tous à la fin coincés de nouveau avec cette population qui prend le médoc et voilà quoi. Je viens d'un live où je me suis fait tacler car j'avais dit tous au secours. Ça a l'air mieux ici. Ah, tu peux dire ce que tu veux, hein, en inclusif ou pas. Hein. Moi, j'utilise pas personnellement. Je m'en fiche un peu, mais je comprends l'utilité. Il réalise Ville à vendre. Jean-Pierre Mocky a 59 ou 62 ans. Il est né en 1929, date officielle, ou en 1933 selon Mocky lui-même. Ce point n'a jamais été totalement éclairci. Fils d'un ex-colonel juif tchétchène et d'une polonaise catholique, tous deux nés à Varsovie et devenus gardiens à Nice, il est mort en 2019 à Paris. L'église Saint-Sulpice Noir de Monde pour rendre un dernier hommage à Jean-Pierre Mocky. Il a réalisé 67 longs métrages, 2 téléfilms. Oui, vraiment, Mocky, 67 films, vous vous rendez compte? Il en faisait plus que... Oh, voilà. Ça fait partie des cinéastes... Oui, bon. C'est pour ça, je disais, petit budget. Enfin, petit budget pour le cinéma, c'est quand même pas mal, mais assez petit budget par rapport à d'autres productions. Temps de réalisation assez court. D'où le fait que, moi, ce que je disais, c'est pas péjoratif, mais c'est que dans ces films, des fois, il y a un peu une ambiance téléfilm, mais au-dessus des téléfilms. 7 courts-métrages. Une sorte de... En fait, tu le sens au niveau du nombre de figurants, du nombre d'acteurs. Reste que dans les prises de vue et tout ça, il y a quand même des choses très intéressantes. Non, ça reste du cinéma, mais voilà, c'est ce type de cinéma. Bon, c'est notre cinéma français. Il faut en être fier. Hein. Quoi, vous avez un problème avec ça? Vous avez un problème avec les vieux machos sexistes de notre industrie du cinéma? On en est fiers, hein? On en est fiers. On lui pardonne tout à ce Mocky. Et 55 épisodes de Mystère Mocky, une série basée sur des nouvelles publiées par Alfred Hitchcock. Tous flics, son dernier opus, n'est pas encore sorti en salle. Réalisé en 1991, Ville à vendre est son 32e film. Attiré très tôt par le cinéma, Mocky est d'abord figurant. Enfant dans Les Visiteurs du soir de Marcel Carné, jeune homme dans Orphée de Jean Cocteau. Cocteau, dont l'influence sur Mocky va s'étendre jusque dans ce film, est le nom du protagoniste principal. Il suit les cours de Louis Jouvet au conservatoire, exerce la fonction de secrétaire pour Eric von Stroheim et Jules Berry. Puis il joue dans Les Vaincus de Michelangelo Antonioni en 1952. Il était beau gosse, hein? Il est très beau. Grave BG en vrai, attendez, je remets. Dans Les Vaincus petit BG quand même. Hein. De Michelangelo Antonioni en 1952. Il est très beau, mais l'époque regorge de jeunes premiers. Il pense n'avoir aucun avenir en tant qu'acteur et se réoriente vers la réalisation. Il est stagiaire pour Visconti et Fellini en 1954 et écrit un premier film qu'il veut réaliser, La tête contre les murs, en 1959. Mais le producteur confie le film à Georges Franju. Il y joue le premier rôle masculin et contribue à la réalisation. Ah, j'avoue qu'il était beau, hein. Mocky dirige son premier... C'est sûr qu'il a un peu mal vieilli, quand même. Et film l'année suivante. C'est Les Dragueurs. Film qui introduit le terme même de dragueur dans le langage courant. Oui, d'ailleurs, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est grâce à Mocky que le terme dragueur est entré dans le langage courant. Je veux dire, en fait, l'analogie entre les dragueurs à la base, c'est quoi? C'est, par exemple, les bateaux, c'est les filets de pêche qui permettent de draguer. Voilà, c'est cette technique-là. Dragueur est entré dans le langage courant grâce à Mocky. C'est fou, ça, non? C'est important de le connaître, du coup. Dans lequel jouent Charles Aznavour et Anouk Aimée, déjà présents dans La tête contre les murs. Le sujet... Ça signifie que les meufs, c'est des paquebots. Mais non, du coup, c'est l'inverse. Les mecs, c'est des bateaux. Et les poissons, les objets dragués sont les meufs. La dérive nocturne de 2 jeunes hommes à la rencontre de femmes. Et le style, libre, léger, impressionniste. Mais apparemment, Les Dragueurs, c'est un des films les plus connus et qui a le mieux marché à l'époque, j'ai l'impression. Sont proches de ceux de la nouvelle vague. De la même génération qu'eux, ils sympathisent très jeunes avec Truffaut, Godard et Chabrol. Mocky partage leur amour de Jean Renoir et du cinéma classique américain. Mais contrairement à eux, il ne rejette pas le cinéma français académique d'avant-guerre. Il aime le réalisme poétique de Marcel Carné. Et il adore les acteurs et actrices du passé, comme Harry Bohr, Ginette Leclerc, Elvire Popesco, Saturnin Fabre, Jean Tissier ou Michel Simon. Il fera jouer les 2 derniers, Jean Tissier, Des Snobs en 1962 et dans Un drôle de paroissien ou La grande lessive, Michel Simon dans L'Ibis rouge en 1975. Ce sera d'ailleurs son dernier rôle. Bon, est-ce que je peux... Est-ce que ça m'a énervé? Est-ce qu'on peut revenir sur le fait que durant l'interview, moi j'ai dit que des fois la musique c'était un peu trop chargé? Bon, bah là c'est un peu le cas. Vous auriez pu, je sais pas, le piano qui se baisse un peu pour avoir d'autres... Saturnin Fabre, Jean Tissier ou Michel Simon. Il fera jouer les 2 derniers,
Genticier, Des snobs en 1962 et dans Un drôle de paroissien ou La grande lessive. Michel Simon dans L'Ibis rouge en 1975. Pourquoi il est dans un fond noir comme Layton? Parce que son âme est sombre. Il est sombre à l'intérieur de lui-même. Tu connais ça, toi, Oussem? Ce sera d'ailleurs son dernier rôle. En conflit avec le producteur des Dragueurs, il crée dès l'année suivante sa première société de production, Balzac Film. Son besoin d'indépendance sera constant et il créera ensuite de nombreuses sociétés de production, de M-Film à Moki Delicious Products. Après son premier film, Moki commence à tourner sans arrêt, presque sans interruption. Son cinéma se métamorphose. D'alternative à la nouvelle vague, il devient cinéma burlesque, contestataire et libertaire, avec notamment Bourvil et Francis Blanche, mettant en pièces l'ordre établi et faisant coexister systématiquement plusieurs familles d'acteurs. Des stars d'hier et d'aujourd'hui, venus du théâtre ou du cinéma, Fernandel, Jean-Louis Barrault, Michael Lonsdale, ou plus tard Jeanne Moreau, Jane Birkin ou Catherine Deneuve. Des chansonniers, des acteurs venus du café-théâtre. Ah, il a eu tout le monde, quoi. Jean Poiret, Michel Serrault, Darry Paul, Jacqueline Maillan. Des Charles Aznavour aussi. Acteurs qui viennent y faire une apparition surprenante, dont le plus notable est Cavana dans Y a-t-il un Français dans la salle, dans le rôle de Maljanson, l'amant de la femme du politicien Horace Tumelan. Enfin, ce qu'on a appelé dans le cinéma d'avant-guerre des gueules. Bon, la musique. Calme-toi. Et dont Moki je suis désolé, je sais. Renouvellera l'esprit. Ceux qu'on appellera familièrement le Moki Circus sont des marginaux, des êtres au comportement inhabituel, poétique, proches des freaks. Jean Abéillé, Antoine Major, Moïse Partouche, le tandem Dominique Zardy et Henri Attal. Vous permettez, mesdames? Non, merci, vous êtes gentils. Le plus marquant d'entre eux est Jean-Claude Rémoleux, découvert par Moki sur le tournage du procès d'Orson Welles. Des trognes, des têtes à la... Putain, ces gueules. Ah bah, il faut être fier de nos acteurs français, hein. Pour le coup, on a des gueules. Hein. Jérôme Bosch écrira Moki dans Cette fois-ci je flingue. Le style de Moki... Les bruits de Golemont. Moi, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'on est sur la chaîne Twitch de bande dessinée. Pour ceux qui savent. Tient d'abord à ces castings hétérogènes. Ça fait rigoler. Qui ont déjà quelque chose de l'esthétique carnavalesque. Quand on vient tourner chez moi, écrira encore Moki, il n'y a plus de différence de sexe, de milieu culturel, de langue, d'appartenance politique, de caste sociale, de riches, de pauvres, de distingués et de vulgaires. Oui, bon, t'aimais quand même draguer ce qui ressemblait à des femmes, quoi. Après les événements... T'avais quand même ton choix, quoi. En mai 68, Moki se rend dans un bar, boulevard Saint-Michel, où un CRS avait brisé les testicules d'un jeune homme. Il y entend d'autres jeunes parler de leur désir de passer à l'action violente. Il a alors l'idée de Solo, son 10e film. Ah oui, c'est ça, c'est son film un peu 68 art, bandeur, terrorisme et tout ça, là. Un film avec lequel son cinéma se métamorphose pour la 2e fois et gagne une gravité nouvelle. Pour ce film, Moki redevient acteur, dans le rôle principal, ce qu'il continuera à faire périodiquement dans la suite de son cinéma. Moki a des antennes. Dans Solo, il parle déjà du terrorisme des années 70. Estudiantine, on doit chercher les coupables. En effet, la vache. Ah, ils ont bon dos, les étudiants. C'est qu'on peut même plus péter sans passer pour un terroriste. Dans Aime le Moki, une de ses autobiographies, il dira de Solo que c'est une prémonition de l'impasse de ces jeunes issus de mai 68, qui, après le retour de bâton, voulaient continuer l'action contre les représentants du capitalisme. Ils n'ont pas posé de bombes en France, mais en Italie et en Allemagne. Il ne s'agit pas d'une apologie de la violence, mais d'une écoute des jeunes qui veulent changer la société et qui vont être pris dans l'engrenage. Oh bah rassure-toi, ils vont bien pour la plupart là, ils vont tous, oui bon, certains vont finir au gouvernement, certains vont finir à l'Europe, hein, Cohn-Bendit. Les desperados du capitalisme sauvage. Leur mort sera inutile, mais inévitable. Ça va prouter, mais peut-être comme certains mouvements sociaux sous Macron, là, oui. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a une petite odeur de prout aussi à notre époque? Bon. Solo doit également être lu comme un... Après, faut pas doumer, non, c'est vrai. Bad Mulch a dit, faut pas doumer. Faut pas doumer, faut de... Si le cinéma de son époque ne peut pas se révolter contre les conditions présentes d'existence, alors Moki fera cavalier seul. Il fera un cinéma de bandits, de hors-la-loi et de justiciers solitaires. Un cinéma de grand chemin, mais aussi un cinéma de voyants. J'essaye de précéder l'actualité, dira-t-il à Serge Danet dans l'émission Microfilm. Moki est un lanceur d'alerte avant l'heure. Comme dans À mort l'arbitre, par exemple, un film terrible sur la violence des supporters de football et qui sort 1 an avant le drame du Heysel. Une bagarre dans un stade de Bruxelles ayant entraîné à la mort de 39 personnes. Intéressant ça. Ainsi que 465 blessés. Ces films sont toujours un peu en avance. Oui, rouillants, oui. Ils ne sont pas très en avance. La nécessité de prévenir des dangers à venir implique que Moki tourne toujours très vite, dès qu'il a une idée. Les films se suivent à une cadence de plus en plus rapide, avec ou sans moyens.
Le Glandeur a été tourné en 12 jours, Agent Trouble en 19. Moki a souvent recours à la post-synchronisation, ce qui lui permet de conserver une bonne qualité de son. Le Glandeur, je sais pas pourquoi ça m'attire, j'ai envie de voir. Malgré la rapidité des tournages. Il s'occupe en grande partie des décors de ses films, trouvés au petit bonheur, d'où leur caractère totalement hétéroclite. Comme il tourne très vite, Moki fait avec ce qu'il a. Les films sont préparés avec un acteur en tête. S'il n'est pas disponible, on en trouvera un autre. Parfois même, l'acteur prévu meurt peu de temps avant le tournage. Le témoin devait être joué avec Jean Gabin. Il meurt, ce sera Alberto Sordi. Le Miraculé était prévu pour Coluche et Marty Feldman. Il meurt, il se fera avec Jean Poiret et Michel Serrault. Et à l'âme de Coluche, hein. De toute façon, les acteurs sont toujours transformés et parfois transformés en leur contraire. Le réformisme n'apportera jamais rien, surtout avec une gauche représentée par LFI qui est de centre droit. Une gauche représentée par LFI qui est de centre droit. Ah ouais. Ok. De bon, et la révolution armée n'est ni possible pour le moment, ni souhaitable, car elle profiterait plus à la droite. Oula, non mais attends, dire que LFI est de centre droit, bon. Dire que c'est des sauces d'em réformistes, je suis d'accord, il ne s'en cache pas, mais... Bon. Ça commence avec Bourvil, homme du peuple, transformé en aristocrate pilleur de troncs dans Un drôle de paroissien, ou en professeur de latin révolutionnaire en guerre contre la télévision dans La Grande Lessive. Jean Poiret, symbole de l'élégance, fait un SDF avec des croûtes sur le visage dans Le Miraculé. Jacqueline Maillan, grande bourgeoise chic hilarante, fait une syndicaliste à la Arlette Laguillet dans Une nuit à l'Assemblée nationale. Catherine Deneuve joue une vieille fille dans Agent Trouble. Jeanne Moreau, une ex-prostituée bigote dans Le Miraculé. Moki n'a jamais été invité à Cannes, il n'a touché qu'une fois l'avance sur recette. En 1994, toujours dans un désir d'indépendance, il acquiert une salle de cinéma, Le Brady, qu'il revend en 2011 pour acheter l'Action École dans le quartier latin, qu'il rebaptise le Desperado. Ok, je savais pas. Dans ces salles, Moki diffuse... Ça existe encore ces salles là pour les Parisiens là? Ça existe encore la salle de Moki, le Desperado? Ses propres films, nouveaux comme anciens, à côté de classiques du cinéma français et américain. C'est un projet qu'il avait depuis longtemps. Ok. J'envisage d'acheter un cinéma et d'y projeter mes films, avait dit Moki en interview en 1982. Si j'avais quel ego trip. la possibilité financière d'acheter une salle et en même temps celle de réaliser mes films, j'arrêterais purement et simplement tout contact avec l'extérieur. Et à quoi ça sert? Je m'enfermerai dans une tour d'ivoire et je produirai des films uniquement destinés à cette salle. Ok. Tour d'ivoire. Mais c'est une tour d'ivoire qui est en relation avec toute la société française. Alors attends, je te lis, je te réponds, mais après on arrête ce débat parce qu'en vrai, c'est pas le sujet. Caïtienne, ça veut dire quoi caïtienne? Culte de la personnalité? Oui, bah comme oui, je veux dire même oui. Bon, si t'es anard, oui, ça te dérange, ok, mais bon, même les cocos les plus radicaux, oui, bon. Sens de démocratie interne du parti, oui, mais c'est aussi ce qu'ils font qui tiennent la ligne et qui se font pas avoir par les magouilles que le PS a fait avec le libéralisme. Anti-nuque, histoire de favoriser les privés du greenwash, oui, bon, sacré débat que je... Réhabilitation de Quatennens, ah bah ça, moi je suis d'accord avec toi, le pire move qu'ils ont fait, c'est ce truc-là. Qu'est-ce qu'on a besoin de ce gars? Moi je suis d'accord, ça m'énerve. Le seul truc de gauche, c'est un skin progressiste et un refus mou, des réformes qui vont pas plus loin que dans le libéralisme. Je pense que tu doses un petit peu, tu vois. J'entends tes arguments, mais dose quoi. C'est une tour d'ivoire sur laquelle Moki observe et annonce les mutations de celle-ci. Ce n'est pas une tour, c'est un phare d'ivoire. Produit par Alain Sard, Villavendre est un des derniers films de Moki à bénéficier d'un budget important et d'un casting de stars conséquent. Michel Serrault, Jacqueline Maillan, Richard Boringer, Darry Cole, Eddie Mitchell, Philippe Léotard, Daniel Prévost. Putain, c'est Eddie Mitchell. Richard Boringer, Darry Cole, Eddie Mitchell. Putain, ouais, je l'avais pas reconnu. Hein. Mitchell, Philippe Léotard, Daniel Prévost, Dominique Lavanant, Pascal Petit, Féodor Atkin, Bernette Lafont, Michel Constantin, Tom Novembre, Valérie Mérès. On retrouve évidemment des membres du Moki Circus, Antoine Mayor, Moïse Partouche, Dominique Zardy, Henri Attal et même Roger Knobel-Spies dans le rôle du routier. Un de ses meilleurs complices de sa dernière période, assistant et comédien, l'exceptionnel Christophe Beer, y apparaît également à la fin du film, en luxembourgeois sexagénaire, rajeuni par les effets du Juvénol. Michel Serrault est métamorphosé en une sorte de Mitterrand mutant. Il a sa diction, ses manières, son petit chapeau, mais aussi des oreilles décollées, une queue de cheval et des baskets. Quand je pense qu'on dit que l'argent n'a pas d'odeur. Il n'est pas le seul à être transformé.
Ok, maintenant je comprends. Bah oui, parce que ce maire-là, il est un peu au courant de ce qui se passe. Il y a 80% de chômage, il laisse faire. Et il accepte finalement, à demi-mot, qu'il y ait les pharmaciens qui testent comme ça pour une allocation, le médicament sur la population. Tournant libéral, Mitterrand, il y a une forme de critique. C'est juste que moi, bon, je suis pas né à la même époque, donc je peux pas le cerner, mais ok, je l'entends. Une sorte de caricature de Mitterrand, ok, pourquoi pas. Jacqueline Maillan, dont c'est le dernier rôle au cinéma, porte la coupe de cheveux de la fiancée de Frankenstein. Theodore Atkin a une petite moustache et transpire à grosses gouttes. Darry Cole tient ses mains comme les pattes d'un chien qui fait le beau. Bernadette Lafont, dans le rôle de l'inspecteur Claire... Il me semble que tous les notables de la ville sont dans la magouille. Oui, mais lui, précisément, c'est le maire. C'est le député maire. Darry Cole tient ses mains comme les pattes d'un chien qui fait le beau. Bernadette Lafont, dans le rôle de l'inspecteur Claire de Rhin, apparaît muni d'un imperméable, d'un béret, d'une cigarette au bec et d'une frange. Quant à Mocky lui-même, il est irrésistible en président du cabinet de conseil luxembourgeois, entre le prêtre et le travesti, avec un accent à couper au couteau, des lunettes et du rouge à lèvres. Ah! Quelqu'un m'a parlé de vous. Quelqu'un m'a parlé de vous. Je vais vous montrer le médicament que nous avons inventé. Du coup, j'ai que envie de faire l'allemande. Pour Ville à vendre, Mocky est parti d'une discussion avec une libraire de la ville de Fourmies, Michel Delmotte. Celle-ci lui parle des 50% de chômeurs présents dans sa ville. Ah, Boobs bientôt, putain. Ah, vous m'avez fait peur. J'ai chié ma mère. Putain, merci. J'allais complètement oublier. C'est bon, j'ai les timecodes notés. Ouvriers du textile, transformés selon elle en cobayes humains par des laboratoires pharmaceutiques domiciliés. Je vous jure, j'ai eu un screamer dans le chat, la bouse bientôt. Oui, vieux man, d'ailleurs, vieux man, si tu regardes ce react, sache que bon, voilà, les seins, les culs et tout ça sur Twitch, c'est pas évident. Enfin, moi, je peux me faire ban pour ça. Alors, fais comme tu veux. Et de toute façon, on esquivera toujours les passages. Bon, voilà. Écoute, les Américains sont des puritains. Qu'est-ce que tu veux, vieux man, c'est comme ça. Luxembourg. Mocky invente alors avec elle et son complice André Ruellan une histoire dans laquelle médecins et pharmaciens formeraient un gang leur permettant de tester des médicaments sur les chômeurs d'une ville sinistrée en échange d'allocations généreuses. Le film est tourné dans 5 villes différentes entre la Moselle et la Meurthe-en-Moselle. En particulier à Jeuf, où Mocky filme les explosions des hauts fourneaux de son ancienne usine sidérurgique. Attendez qu'il y ait 25 millions de chômeurs en France, avait dit Mocky à la sortie du film. La machine remplace l'homme partout. Tout cela pourrait être traité de façon sombre, inquiétante, comme chez Yves Boisset. Chez Mocky, c'est traité de façon joyeuse. Le gang des médecins est également un char de carnaval, un orchestre de musique de chambre, et les deux méchants sont des clowns ventriloques. Putain, c'est vrai que peut-être qu'après 5 mandats sous Macron, on va tous finir comme ça. Hein. C'est que dans le cinéma de Mocky, même terrible, la réalité est comique, à plusieurs niveaux. Tout d'abord dans le champ des désirs. Les personnages de Mocky sont presque tous en état d'inassouvissement érotique et sentimental. Ils vivent dans une insupportable contradiction entre leurs fonctions et leurs pulsions, ou dans des états à la limite de la perte de contrôle. Le maire a beau être un politicien machiavélique véreux, c'est aussi un vieux garçon, extrêmement laid, un Quasimodo qui vit avec sa mère, adore les enfants, et n'a Dieu que pour Elvire qu'il méprise. Delphine Martinet a beau avoir pour projet de dénoncer la corruption du char de la santé, la quasi-totalité de ses dialogues en début de film a pour sujet son impatience de commencer à jouir de la vie et le regret de sa sagesse passée. En 40 ans, ça m'a valu un amant et encore personne n'en voulait. Si vous aviez vu la gueule qu'il avait... Oui, voilà, en fait, elle, au début du film, elle prend son traitement, mais son traitement, c'est le traitement pour rajeunir. Et en fait, tout au début, elle arrête pas de parler de cul. Elle est en mode, oh là là, je me ferais bien défourailler le buisson. Je me ferais bien refaire l'usine. Je me ferais bien charpenter la commode. Oui, bref, mais... Et en fait, c'est... Bon, maintenant, on comprend. Une fois qu'on comprend qu'ils prennent tous un médoc pour rajeunir, c'est parce qu'elle est enthousiaste à l'idée de retrouver sa jeunesse d'antan et de baiser. Abstinence. Monnery est l'homme de main de la Cofarm, mais c'est également un amoureux malheureux, en rivalité avec le docteur Chardon pour le cœur d'Hermine. Salope. Attiré par Orphée, lorsqu'elle comprend qu'il est bisexuel, TPD, ou plutôt troisième sexe, comme il préfère dire, Elvire essaye immédiatement d'organiser un plan à trois avec Joseph, un jeune homme de l'école que le nomade trouvait à son goût.
Mais Orphée refuse. Ah oui, cette scène, elle est très bizarre. Oui. C'est vrai qu'il y a une scène avec un plan comme ça, où ils se regardent tous dans les yeux, on dirait que ça va partir en plan à 3, c'est très étrange. Plan à 3 avec Joseph, un jeune homme de l'école que le nomade trouvait à son goût. Mais Orphée refuse. Le chef de la gendarmerie est dans un état de lubricité halluciné, mais il Moi j'ai trouvé ça incroyable, j'étais en mode waouh, c'est trop bizarre. Narcissisme de sa fonction. Il demande à sa maîtresse si elle sent ses galons quand il la plotte. Il lui dit de crier « Vive le capitaine Montier » lorsqu'elle joue. Tu le sens, le corps de la gendarmerie, hein? Tu les sens, les gars. Mais le pire, c'est que je crois que c'est même pas une comédie. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de flics qui ont le plaisir de baiser en uniforme et qui disent « Ah, tu le sens, ma grosse matraque, là, mon LBD. Je vais t'envoyer mon LBD dans le... » Bon, bref. Enfin, je suis sûr que c'est un imaginaire hein, chez les flics. Hein. Quand Orphée remarque l'étonnante jeunesse de la femme de Boulard, jouée par Pascal... Hop, on passe en full, parce que alerte sain. Petit, ancienne actrice de Marcel Carné qui avait quasiment... Alors, je vais vous mimer ce qui se passe. Disparue du cinéma depuis 20 ans. Là, elle parle. Celle-ci sort un de ses seins pour qu'il en admire la fermeté. Vous voulez voir mon passeport? Et là, elle dit, vous voulez voir mon passeport? Et elle fait hop. Et là, elle montre un sein. Oh! Tous les personnages sont dans un état d'excitation sexuelle proche de la bacchanale. Et le Juvénol dont la Cofarm teste les mérites est une bonne ficelle narrative pour permettre d'accumuler les scénettes comiques. Mais les médecins de Villavendre ne sont pas plus excités que les parfumeurs des Saisons du Plaisir, par exemple, ou les politiciens d'une nuit à l'Assemblée nationale. La secrétaire folle de désir et criminelle récidiviste de Y a-t-il un Français dans la salle? Le Juvénol, c'est le cinéma de Mocky lui-même. Tous les vieux acteurs y gagnent une deuxième jeunesse. Il n'y a pas que le chant des... Ah, c'est le côté un peu métaphorique, quoi. Ok. Le truc de jouvence et tous les acteurs retrouvent leur jeunesse dans les films de Mocky. Désir qui traverse le film, évidemment. Il y a aussi le chant des envies qui doit lui être nettement distingué. Car si les désirs sont réciproques, ou du moins cherchent la réciprocité, l'envie des personnages est purement égoïste, déplaisante, vénale. C'est la rapacité, comme dit Shade. Et celle-ci est comme dans les autres films de Mocky, presque toujours punie. Les films pessimistes de Mocky ne le sont jamais complètement. Les manipulateurs s'y retrouvent régulièrement, gros gens comme devant. Et la vie continue dans son hétérogénéité, avec ou sans les personnages mokiesques, qui, il faut l'admettre, meurent plus souvent que ceux des autres cinéastes. À la fin de Villavendre, en dehors d'Elvire, du maire et de l'inoffensive Dingo, tous les notables de Moussin sont morts. Si la rapacité et les instincts égoïstes y sont systématiquement punis, la sexualité débridée des personnages est toujours montrée avec sympathie dans le cinéma de Mocky. Ah, alerte partouze! À deux exceptions de taille. L'agression sexuelle, présente dans ces films sous une forme ou une autre, mais toujours terrifiante, et la pédocriminalité. Alerte partouze! Qu'il aborde dans son cinéma à plus ou moins fort régime. Alors je vous mime. Hein. Dès la partouze de notables avec des jeunes filles mineures qui ouvrent solo. Alors, il y a une femme devant, elle est nue, elle est couchée avec un homme. Il y a un mec en slip qui passe, un slip de très mauvais goût. Et ouais, globalement, beaucoup de jeunes filles adolescentes à la poitrine à peine... voilà quoi, avec des vieux hommes. Et plus particulièrement dans sa dernière période. Alerte, c'est bon, c'est fini. Avec les balais écarlates. Mime avec les mains, eh ben... Il y avait rien, il y avait pas de procréation, quoi. Les insomniaques ou les compagnons de la pomponnette. Ce combat contre la pédocriminalité, Mocky le reliera à sa jeunesse dans un institut catholique à Nice, où il a échappé de peu au viol par un prêtre. Elle est notoirement absente de Villavendre, ce qui rend tous ces personnages, même les plus machiavéliques, touchants ou pathétiques. En particulier les deux salauds, tous deux très malheureux en amour, Monnery et le maire. Le film Une nuit à l'Assemblée nationale nous donne la clé de son inspiration initiale. Mime avec les mains, ah non, mime pas, c'est ok, c'est bon, j'ai regretté instant, oui. Les Marx Brothers. Les films des Marx, dont le plus célèbre est sans doute Une nuit à l'opéra, présentent tous des institutions sociales ou culturelles rigides qui vont être mis en pièces au cours de films par la folie contagieuse des Marx. Dans un à voix nue qu'Alain Kruger lui consacre en 2011, Mocky dira que c'est la vision d'Une nuit à l'opéra au cinéma à 6 ans, en décembre 1939, qui a décidé de son destin. Je me suis pris depuis... Mocky inférieur à Pasolini, ok le coprofil. Hein. Pour Groucho. Il y a chez les Marx Brothers, comme chez Jean-Pierre Mocky, quelque chose de l'esprit du cirque et des films conçus moins comme des récits à l'intrigue linéaire bien ficelée que comme des spectacles de music-hall avec un enchaînement de numéros, de chansons, de sketchs et surtout aucun temps mort. Et c'est aussi l'image d'un monde carnavalesque qui refuse de disparaître et s'adapte aux changements, même les plus sinistres. Ah, on va rentrer dans la partie
Gros cerveau carnaval. Oh, quel plaisir. Il va falloir suivre. Hein. La société. Le monde des films de Mocky est celui de la folie collective et de la fête. Celui de la Ménielquin et des tableaux de Jérôme Bosch. L'histoire a connu des peintres fous, écrit Mocky dans Mocky soit qui mal y pense. À l'instar de Jérôme Bosch, dont l'œuvre invraisemblable me fascine depuis toujours. Où sont les cinéastes fous? Où sont les films de dingue? Ah mais moi je trouve... Bosch, il est souvent cité, mais on parle pas assez souvent de Bruegel. Parce que Bruegel aussi, hein, il était un peu dans cette vibe. Bon, après, il a pas fait des triptyques complètement fous. Il y a des trucs chez Bruegel qui étaient assez intéressants. Et c'est un carnaval qui semble revenir de loin. Un carnaval qui semble venir d'un monde où, par apparence ou par essence, les morts se mêlent aux vivants. Si le char des médecins chante une hilarante ritournelle en ouverture de film, ils entonnent également un chant religieux lugubre et fantomatique, toujours sur leurs chevaux, lors de l'enterrement de Delphine. Et si presque tous les appels téléphoniques des morts peuvent s'expliquer par les dons de ventriloquie du maire et de bonnerie, le premier, donné par Delphine au maire, qui est seul lorsqu'il reçoit, il semble vraiment effrayé par celui-ci, ne s'explique pas. Allô, c'est moi, Delphine. On m'a assassiné. Et je vais revenir me venger. Oui, c'est vrai qu'au final, on n'a aucune explication de ça. Pour comprendre ce qui est implicite dans Ville à vendre, comme dans la plupart des films de Mocky, il faut retourner à son œuvre la plus singulière et qui est peut-être celle qui détient la clé de toutes les autres. Il s'agit de son 20e film, L'Itan, un film fantastique. Ok. Putain, l'imagerie, elle est incroyable. Oh, c'est où ça? Tourné comme Ville à vendre c'est incroyable. Dans une ville sinistrée à moitié déserte, Annonay, avec une immense tannerie désaffectée, le film se déroule dans une ville imaginaire, L'Itan. Le jour de la Saint-Litan, on fête les morts avec des masques, de la musique et des danses. Durant celui-ci, au milieu des déplacements de la fanfare, des courses de scouts chassant un enfant déguisé en monstre, et des allers-retours des habitants portant des masques macabres, les morts reviennent. Mais du coup, j'ai l'impression de la série, pour ceux qui l'ont vu, la Petit Quinquin, qui a été faite dans le Nord, c'est pas un peu un hommage à Mocky, un petit peu? Maintenant que je découvre et tout ça. Ils téléphonent, apparaissent sous la forme de feux follets pour occuper le corps des vivants, considérés comme des véhicules où deux âmes combattront pour la prééminence. Toute la population se transforme progressivement en zombies, ce qui est également la métaphore choisie par Orphée pour définir les habitants de Mousson. Oui, Petit Quinquin, je vous conseille, c'est vraiment bien. Et d'ailleurs, tout le monde partage sans arrêt l'extrait là où il y a un petit noir avec deux blanches là. Ou l'abri de bus. Je sais plus. Tout le monde l'a partagé ce truc alors que la série était sortie depuis 3 ans, ça m'a fait rire. Et je vous conseille vraiment. L'ambiance de L'Itan, qu'on retrouve à plus ou moins fort degré dans le reste du cinéma de Mocky, c'est celle d'un carnaval dans l'esprit des pays de l'Est. C'est que L'Itan est aussi un souvenir d'enfance, une fête de Saint-Nicolas observée par Mocky enfant en Pologne. Son suspense puise directement aux sources des mythes et légendes de mes ancêtres, dira à son sujet Mocky. Enfant, j'étais terrifié par les masques mortuaires, les danses macabres du folklore de l'Europe balkanique et orientale. Ah mais putain, le lore, oh, moi je suis fasciné par le lore mystique des Balkans et tout ça. Enfin, ouais, attendez, je crois que je peux la trouver cette vidéo. Attendez, c'est peut-être le moment de la sortir. Parce que l'autre fois, je me disais, bon, ça vaut pas trop le coup. Attendez, je vais la trouver la vidéo. Ah voilà. Alors ça c'est... Ah c'est ça. Merde. Attendez, je la retrouve. Hop. Vous avez jamais vu ça, hein? Ça c'est en Bulgarie. Et ouais, je fais une pause dans la vidéo de Vieux Man, mais c'est bien. C'est vraiment fascinant comme esthétique. Не знам, човек. Не мога да дам обяснение. Безверен, като се каже безверен човек. Човек без стимул. C'est incroyable de les filmer parce que moi je les avais vus en photo grâce au travail de Charles Frégé, là, le photographe. D'ailleurs je vous conseille aussi d'aller voir. Hein.
Il a pas photographié que les Balkans, il a photographié partout dans le monde des tas de costumes et de mythes et tout ça. Mais là, les voir en vidéo, c'est fort. Ça me fait un rire. En vrai, c'est drôle, c'est bizarre, je suis d'accord. Un peu des têtes de bite, quoi. Mais c'est fascinant, quoi. C'est vraiment une culture, c'est leur mythe et légende, quoi. Et je trouve que, en Europe, comment dire, ça a un peu disparu, on n'en parle pas tant que ça et tout ça, de tous ces cultes et tout ça. C'est quand même beaucoup resté dans les pays de l'Est, même si ça commence à disparaître. Enfin, le capitalisme fait aussi disparaître toutes ces cultures-là, quoi. Щом не вярваш нещо и нямаш някакви идеи за осъществяване, в смисъл ти си. За мен не си човек, за мен си половин човек. C'est vraiment incroyable. Quelle dinguerie. Et on en revient à un carnaval, hein, finalement, parce que ce qui était marqué, c'est ça. Hein. C'est un culte pour permettre aux esprits de partir en paix, en quelque sorte, de permettre aux mauvais esprits de s'en aller. On revient, c'est une autre forme de carnaval. C'est dire aussi à quel point les formes carnavalesques traversent le monde, en quelque sorte. Parce que vous êtes tous là, bandés sur les Slaves, les Ukrainiens, qui se mettent en jogging et qui font des poses. Mais la vérité, c'est que ça aussi, c'est slave. L'imaginaire slave, c'est aussi ça. Hein. Par contre, la vidéo fait 9 minutes, mais j'ai quand même envie de me la mater en entier, je vous avoue. Je trouve ça trop beau. Моето желание, не знам откъде идва. То си е заложено било в мене, само се доразвива. Това ми е било на мене мечта от дете. Никой не може да каже причината, по която се е направил кукер за пръв път. Предава се от поколение на поколение. Бях видял костюмите, видях как се обличат и казах на баща ми: "Тате, искам и аз." Ah ouais, quand t'es un gosse que tu vois ça, ça doit te matrixer. Oh, tu te dis c'est ton daron qui est habillé comme ça. Това ми е просто във вените, в кръвта и незабравимо. Традицията остана от предците ни, от дедо ми, от баща ми. И ето това е ходенето по домовете за беречета, къде ми казвам, да изгориме злите духове. Това е традицията. Моя вуйчо ме вдъхнови да се облека за пръв път. Помням си как той ми каза: "Искаш ли да се облечеш? Направил съм ти кожи", и аз реших, че искам и се обляках. Ah, c'est grave bien filmé, c'est incroyable, je suis trop heureuse de voir ça. En vrai, je l'avais pas vu. Je voulais le mater en stream, mais finalement, je l'avais pas regardé, je voulais la découvrir en stream, et là, c'est vraiment le moment, je prends trop de plaisir. Parce que ça m'a vraiment... attendez, c'est le Wilderman de Charles... Attends, Wilderman de Charles Frégé, c'est vraiment le bouquin qui m'a fait une rencontre avec ça. À savoir, c'est une série de photos avec toute une série de costumes là-dedans. Et j'ai jamais vu en mouvement, j'avais jamais vu les danses et tout ça, et là... Je pense que, voilà, moi j'ai jamais trop voyagé dans ma vie, mais s'il y a bien un truc que j'aimerais bien voir, c'est ça. Vraiment ça me... Voilà. Mais les trucs de... En fait, voyager pour le... Moi je ferais bien une touriste des trucs de fêtes, de mythes et de légendes et tout ça. Plutôt que juste visiter des vieux bâtiments et bronzer sur une plage. Ça c'est intéressant quand même. Après, le truc, c'est que c'est dur d'y assister. Là, c'est un journaliste qui y va, c'est une grande chaîne. Mais quand t'es là, que t'arrives et que t'es personne, je pense qu'ils te montrent pas ça, tu vois, c'est aussi intime. D'où le fait que c'est précieux aussi de voir ces images.
Bandeuse, mais c'est pas que je suis bandeuse, c'est que c'est littéralement mon sujet de master en fait. C'est ça que vous comprenez pas. Je veux dire, Charles Frégé, c'est quelqu'un que j'ai interviewé en fait. Ce travail-là, c'est un travail qui me parle énormément artistiquement en fait. Ouais, en mode Antoine de Maximi, mais sur les anciens mythes, c'est incroyable. J'irai mater vos mythes. Stream IRL, bah un jour hein, si j'ai les thunes, hein, pourquoi pas. Hein. Mais après moi j'avoue que j'ai un gros malus quand même pour les streams IRL de genre, bah c'est que je suis trans quoi. Bon enfin c'est... Sur les papiers d'identité tu peux changer des choses et tout ça, mais enfin voilà, pour passer les frontières des fois, bon. Гони се злината, за да дойде по-добра година. Ритуал за берекет. В смисъл за по-плодородна година. Тя вярата е в основата на всичко. Ако не верваш нещо, то не може да просъществува. Ако не верваш, че това нещо трябва да стане реалност, няма как да съществува. Ah, tu dois y croire, quoi. Това е проверил, останало още от вековете. Du coup, je me demande si c'est lié à une conception orthodoxe. C'est ça que je me demande. Est-ce que c'est des orthodoxes, quoi? Традицията трябва да се поддържа жива. Attends, je baisse un peu le son parce que ça me défonce les oreilles, désolé. Le déhanchement, il est incroyable. Avec les poils. Un petit côté Max et les Maxildan. Mais c'est inspiré des mêmes genres de mythes. Bien sûr. Le mal, c'est la pauvreté. Царевица картофи да се яде. Да няма берекет, това значи. Това е. Злите сили са това. Ok, les mauvais esprits, c'est lié aux récoltes et tout, oui. И това правиме. Гониме да сме всички заедно, всички равни. Нали, примерно, когато в момента са тежки години, вируси, когато, примерно, казват, че Merci Krankos pour l'abonnement. Няма да бъде карнавала и сурва няма да бъде както, нали, поплаквам си, защото просто много ми харесва и е важно за мен. Просто чакам момента да облека кожите и с приятелите да бъда. Не е обременен с задачи, не е обременен с нещо, което да го... Burdened, ça veut dire quoi déjà? They are not burdened? Затормозява. Това е... genre agacé, envahi, etc. Традиция, която има и 5 годишни, има и 80 годишни. Тя няма възрастова... Pardon, accablé? Ok. Граница в нея, тя просто е обединителна на различни поколения. Ouais, même les gosses. Заедно винаги се разхождаме и заедно дрънкаме. Ние, децата, които сме неразделни. Il a l'air d'avoir... Ah, c'est lui le daron qui a un masque de fou, là. Като порасна, ще бъда големи копатари. И ще искам да съм... И ще искам още да се радвам с семейството ми на Сурова.
Imagine, tu rentres à la maison, tu vois ton daron comme ça. Moi, je le respecte. Je dis oui, je vais dans ma chambre. Това е неговото творение. Че аз съм постигнал нещо и го съм предал на някой и че го предал за в бъдеще. Това трябва да си там да го почувстваш, разбираш. Малко необяснимо. Гледаш, обръщаш се, гледаш една армия, гледаш твоя сине до тебе, пръв. L'autre, il emmerde là. Many théories existent, beaucoup de théories autour de cette tradition. Oui, Eastern Europe et tout ça. Il y a aussi un peu de ça dans les pays scandinaves, mais peut-être pas des rituels à ce point-là, mais dans les pays scandinaves aussi, il y a la même racine. Moi, très sincèrement, je pense que de toute façon, ça c'est des mythes qui se sont transmis depuis la Mésopotamie. Hein. Mésopotamie, à savoir que c'est lié à une distinction de croyances. Alors, je sais plus exactement c'est quelle déesse, mais il faut savoir qu'à la base, les êtres humains, dans leur mythologie, dans leur mystique, ne pensaient pas que les âmes des morts allaient au ciel, mais que les âmes des morts allaient dans la terre. Savoir pourquoi on faisait des peintures rupestres au fond des grottes, c'était pour leur rendre hommage, en fait. À savoir que les peintures rupestres, elles n'étaient pas aux entrées des grottes. Bon, il y en avait quelques-unes, mais les endroits les plus importants, les sites les plus importants sont des sites très profonds dans la terre. Et c'est là qu'on observe les peintures les plus importantes, et c'est là qu'on pensait qu'il devait se tenir des rituels en particulier. Et en fait, c'est parce que cette croyance, c'était que dans les failles de la terre, l'esprit des gens revenait à la terre. En fait, on craignait plus le ciel que la terre, en fait, en quelque sorte. Je sais pas comment expliquer. La croyance que l'âme monte vers le ciel, c'est quelque chose qui est arrivé beaucoup plus tard. Et donc les religions, époque Mésopotamie et tout ça, c'était beaucoup plus lié autour de ça. Et donc ce genre de croyance remonte plus à cette branche-là, à cette branche de distinction. Et je pense même, bon, c'est peut-être que si tu grattes un peu sous la surface de ce genre de culte et de ce genre de pensée, tu retrouves peut-être aussi de trucs liés à la terre, en fait. Enfin, voilà. Il n'y a aucune théorie concrète à ce sujet. Oui, il n'y a pas de lien concret qui est fait. Mais par contre, moi, ça me fait penser à ça. Ça me fait plus remonter jusque... Alors, j'ai pas sous la main... faudrait que je ressorte mes textes à l'époque de l'université et tout ça, où j'avais tous les noms. Mais c'est une déesse en particulier, je sais plus comment elle s'appelle. La déesse de la terre et qui était liée aussi à la mort. Enfin, oui, le truc du manque d'oxygène aussi, qui faisait triple les gens dans les grottes, ça on le sait aussi. La culture bulgarienne, la culture bulgare, beaucoup de challenges. Les Ottomans, le règne des Ottomans du 14e au 19e, et les communistes, et la Seconde Guerre mondiale. Oui, vous pouvez aussi dire les capitalistes, quoi. Je veux dire, le capitalisme aussi, à sa manière, finit par détruire ses communautés. Ouais, beaucoup de régimes ont essayé de bannir la pratique. Moi, je trouve vraiment, s'il y a un contre son camp monumental pour les communistes, c'est quand même leur hostilité à ce genre de truc, quoi. Très sincèrement. Je pense, vraiment, c'est un truc qui m'énerve. Hein. L'imaginaire stérile du communisme, c'est vraiment un truc que je leur reproche. Hein. Et je trouve que si les communistes aujourd'hui n'arrivent pas à se remettre en question là-dessus, je les trouve juste bêtes, en fait. Parce que c'est de la beauté, c'est de l'identité, tout ça, c'est important. Bon bah c'est cool. C'est cool. Bon, allez on reprend la vidéo de Vieux Man. De toute façon, vous avez pris votre dose de carnaval là. Maintenant on peut revenir, maintenant qu'on a un peu la mystique en tête. On va sur l'analyse de Vieux Man sur le carnaval. Et donc voilà, c'est une forme de mythe carnavalesque. Parce que ce qu'on appelle le mythe carnavalesque à la base, c'est que le carnaval c'est lié en cette croyance que les morts hantés, les mauvais esprits demeurent et qu'il faut avoir une cérémonie pour apaiser leur âme, pour permettre de les chasser. Et pour ça, en fait, il faut faire peur à l'âme des morts, en quelque sorte. Il faut leur faire peur, il faut les éloigner. Enfin voilà, c'est un peu... Il y a plein d'autres façons de considérer le truc, mais
C'est lien, vous voulez que je vous envoie le lien de l'autre vidéo? Attendez. Je l'envoie, hop. Voilà, mais donc même en France, même si en France ça a pris d'autres formes, même s'il y a des trucs de critique sociale, il y a plein de choses. Là, on est face à un truc très très concret vis-à-vis de ce que c'est à l'origine, à savoir un mythe mortuaire. Chez nous, avec le temps, ça a pris aussi une dimension politique, une dimension contre le pouvoir et tout ça. Bon, voilà. De toute façon, je vous conseille, hein, si vous avez l'occasion de faire un truc dans votre vie, allez au carnaval de Dunkerque. Ça vaut vraiment le coup. Bon, après, c'est vraiment une beuverie sans nom. Et pour certains, ça finit en partout. C'est vrai, enfin, c'est le carnaval, quoi. C'est vraiment, il y a un esprit un peu de folie. Si l'alcool, c'est pas votre truc, oui, bon, vous allez passer peut-être vous allez vous faire chier, quoi. Mais pour ceux qui aiment bien ça, moi, je vous conseille le carnaval de Dunkerque, vraiment. Terrifié par les masques mortuaires, les danses macabres du folklore de l'Europe balkanique et orientale. Je me passionnais pour les histoires de cimetières crépitant de feux follets et de cercueils griffés par des morts qui ne l'étaient pas. Il y a du fantastique dans tous ces films, mais parfois c'est un fantastique apparent qui se résout ultérieurement de façon rationnelle, comme dans La Cité de l'Indicible Peur, ou alors ce sont des détails fantastiques. Oui, attendez, ça me donne envie de vous montrer un truc, par exemple. Ça me donne envie de vous montrer un truc, ça me fait penser à un truc. Attendez, je vais vous le retrouver. J'étais tombé sur une image, là, récemment. C'était Davdeuf qui avait partagé ça. Et ça m'a fasciné un petit peu. Voilà, c'est cette image. Hop, ouvrir le lien. Ça n'a pas ouvert le lien du tout. Je suis triste. Voilà, hop, juste cette image-là. Vous la voyez ou pas? Oui? Non? Oui? Oui, ça c'est une fouille récente médiévale qui a été faite. Alors je sais pas exactement où, hein, j'ai pas appris l'information, mais le truc qui me faisait un peu plaisir sur cette photo, c'est que les squelettes ont tous une particularité. Je sais pas si vous la voyez. C'est un peu le quiz là, c'est le stream d'étoiles. Quiz. Quelle est la particularité commune de ces trois squelettes? Bon, celui-là, on le voit un peu moins, il est derrière le chat là. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Bon, à part le fait d'être des squelettes. La tête, le crâne pété, il n'y a plus de tête? Ouais, vous avez raison. Pourquoi? Pourquoi ils avaient plus de tête? Parce qu'en fait, il y a une époque où on n'arrivait pas à comprendre que c'est la putréfaction du corps provoque des gaz. D'ailleurs, les feux follets, c'est lié à ça. Ce qu'on appelle des feux follets, en fait, c'est des sortes de petites flammes, souvent de couleurs et tout ça, qui apparaissaient sur des champs de bataille, plus souvent dans des endroits marécageux. Et en fait, c'était tout simplement parce qu'il y avait un corps en décomposition, ça pouvait être un animal ou un humain, et que la décomposition sous terre faisait qu'il y avait des bulles de gaz qui avaient besoin de sortir, et quand elles sortent, il y avait parfois une combustion. Et d'où le fait de feu follet, c'est qu'on voit une petite flamme, pouf, qui sort de la terre comme ça, très, très peu de temps. Et c'est un phénomène qui fascinait beaucoup les gens au Moyen-Âge. Et il y avait une deuxième occurrence qui pour le coup, les faisait flipper d'autant plus, c'est que quand ils les mettaient dans des cercueils, et ben, même phénomène, putréfaction du corps, il y a du gaz qui a besoin de sortir. Le gaz s'attaque à la paroi. Du cercueil, et généralement le gaz sort par la bouche ou il sort par le cul, hein, très souvent. Après le corps se nécrose et ça sort par le ventre, mais ça sort généralement en premier par la bouche, par exemple. Et qu'est-ce que ça provoque sur la paroi, notamment des cercueils en bois? Bah, ça a un effet corrosif et ça finit par faire un trou. En fait, au Moyen-Âge, quand on a remarqué le phénomène en déterrant des cercueils, en se rendant compte qu'il y avait un trou dans la paroi du cercueil, les gens se sont mis à flipper. Et la croyance commune, ça a été de dire, en fait, les morts peuvent revenir à la vie et ils essayent de sortir de leur tombe en rognant avec leurs dents et avec leurs mains, ils savent pas, la paroi du cercueil pour sortir. Et donc, ils ont eu très très peur de ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque? Ils ont pété le crâne des morts. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient que c'était à cause des dents, que c'était le mort qui rongeait son cercueil. Et donc, pour éviter que les morts reviennent, ils leur pétaient le crâne. Voilà. Donc cette photo, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, oh tiens, c'est marrant. Bref. Voilà. Crépitant de feux follets et de cercueils griffés par des morts qui ne l'étaient pas. Il y a du fantastique dans tous ces films, mais parfois c'est un fantastique apparent qui se résout ultérieurement de façon rationnelle, comme dans La Cité de l'Indicible Peur,
Ou alors ce sont des détails fantastiques, ou plutôt surnaturels, comme les miracles à la fin du miraculé. Et pourtant, lorsque Bingo dit à Picou « Les morts communiquent avec nous ». Il y a longtemps que je fais tourner les tables et quelquefois, dans ces séances, c'est un vrai standard téléphonique. Il n'est pas loin des propos même de Mocky, toujours généreux en anecdotes impliquant le surnaturel dans sa vie comme dans ses films. Comme par exemple le rebouteux, qui a jeté un sort sur le tournage de La Cité de l'Indicible Peur, entraînant l'endommagement des pellicules, laissant alors apparaître des feux follets dans l'image. Et lorsque Bingo répond « pourquoi pas ?» lorsque Picou lui demande s'il a lu Dostoïevski, c'est encore Mocky qui répond, par la bouche de son héros, à la culture sérieuse, la grande littérature, qui est davantage associée à l'acteur Féodor Atkin, plus familier des cinémas de Romer, Ruiz ou Zulawski. Et figurez-vous que je fais... Tourner les tables, genre faire des bails satanistes. Tourner les tables, c'est pour invoquer des fantômes. En fait, le Ouija, c'est un dérivé de ça. Aussi dans le polar métaphysique. Parce que le cinéma de Mocky se veut à la fois expérimental et commercial, populaire et exigeant, drôle et sérieux. Ma définition du cinéma idéal, dira Mocky, 50% de pur divertissement, 50% de réflexion. Le cinéma de Mocky est une réinvention du réalisme. Je pense Cyril Hanouna dirait la même chose, ça me fait rire. Poétique. Ce genre qui était dominant dans l'imaginaire cinématographique français d'avant-guerre, qui a disparu depuis, mais qui continue à nous hanter. Au fond, inutile d'aller chercher bien loin pour frayer avec le fantastique, dit encore Mocky. La vie quotidienne est un creuset de bizarreries. Sans même nous en apercevoir, nous marchons bras dessus, bras dessous, avec l'inexplicable et l'inexpliqué. Est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui? Je sais pas, moi, là où j'ai ma déprime, c'est que je trouve qu'on manque de mystique, hein, des fois. Toute ma filmographie... les seuls vrais moments mystiques, généralement, c'est l'aube. Moi, je trouve que l'aube, c'est très mystique. Le coucher de soleil, moins. Mais l'aube, je trouve ça très mystique. Comédie au drame, en passant par le polar ou la satire politique, est empreinte de fantastique. Avant de mourir, Jean-Pierre Mocky avait un projet de long métrage sur les Gilets jaunes. Oui, projet de métrage sur les Gilets jaunes et un autre projet sur l'élection de Macron. C'est dingue, c'est triste, hein. Il est mort avant de réaliser son truc, ça aurait été intéressant de voir le film de Mocky sur les Gilets jaunes. Genre un genre de film Gilets jaunes, ambiance striptease à la Mocky. Oh, ça aurait été incroyable. Qui nous prennent, nous entraînent, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Il en parle dans un entretien donné à Chaos Règne. Ce ne sont pas des résistants avec un fusil à la main. Ils mangent des crêpes, ils boivent du cidre, ils font du feu et ils parlent. Ils savent qu'ils n'auront rien au bout du compte. Ils en ont conscience. Leurs revendications n'aboutiront pas. La seule joie qu'ils éprouvent, donc, c'est être ensemble. Ah oui, hein, le carnaval. Hein. Moi, je l'ai vu, le carnaval, dans les Gilets jaunes. Pourtant, la solution est évidente. C'est pour ça que j'ai dit, moi, c'était important de garder cet imaginaire. Moi, c'est ce que j'ai essayé de transmettre une fois quand j'en ai discuté, quand j'ai dit que, du point de vue populaire, mettre des masques, s'habiller bizarrement pour aller en manif et tout, il y a un truc quand même. Il y a un truc. Il faut monter le SMIC à 3 000 €. On est presque dans une culture qui, historiquement... Ah, il faut monter le SMIC à 3 000 € et les fonctionnaires à 4 000, c'est ce que je dis dans le film que je prépare actuellement. Ok. Ah ouais, son programme, c'est radical, quoi. C'est... Oui. Et les fonctionnaires à 4 000. C'est ce que je dis dans le film que je prépare actuellement. J'y jouerai un flic centenaire, le rôle principal, qui a un fils de 82 ans. À un moment, je me retrouve face à Emmanuel Macron, un Macron en ombre chinoise, et je lui explique mon point de vue. Mocky a d'ailleurs fait au moins un film pré-Gilets jaunes et post-crise des subprimes. Crédit pour tous. Son 52e film en 2011, avec Dominique Pinon, Rufus et Michel Bernier. Un film où, étranglé par les dettes... Vous avez contracté ça et là des crédits. J'en ai 34 à ce jour. Les gens ordinaires s'organisent pour éviter les créanciers, doivent combattre contre des CRS et où un simple chômeur se voit désigné médiatiquement comme ennemi public. Le film s'ouvre d'ailleurs sur les images de destruction de hauts fourneaux de Villavendre, marquant la continuité entre les deux films. Mais surtout, à partir de sa mort, 6 mois à peine avant l'épidémie du Covid-19, c'est le monde politique français dans son ensemble qui s'est mis à ressembler à un film de Jean-Pierre Mocky. Comme s'il avait continué à tourner depuis l'au-delà, mais dans un décor et avec un budget à l'échelle du pays. Pratique le masque, hein, vous voyez. Bien. Sur le... Ah ouais, la période des masques, quel fiasco. Hein. Message global. C'est dingue quand même qu'on rappelle pas ce truc. Hein. Certes, la classe politique a toujours été un peu Mocky. Mitterrand apparaît toujours en ombre chinoise inquiétante dans son cinéma, du piège à con à Villavendre, en passant évidemment par Y a-t-il un Français dans la salle et son personnage de politicien au passé vichysois douteux, Horace Tumelan. Mais c'est depuis la présidence d'Emmanuel Macron qu'on a pu voir apparaître des hommes politiques qui n'existaient avant dans aucune réalité.
et même dans aucune autre fiction. Édouard Philippe, Benjamin Griveaux. Gérald Darmanin. Vous faites l'objet d'une procédure judiciaire sur accusation de viol. Ça va bien se passer, il va bien se passer. Non, mais il y a Gérald 30% Darmanin, de attendez, baisse. pause. Oh. Marlène Schiappa. T'es bonne, salope, je te baisse par derrière. Bruno Quoi? Le Maire. Est-ce que j'écris? C'est quoi cet extrait? T'es bonne, salope. Putain. Et moi, je pense que Vieux Man, il a des datas. Si ça tombe, il va tomber sur... Je pense qu'il a peut-être les rushs. Il a moyen de se procurer un jour les rushs du film de Moki sur les Gilets jaunes. Dilaté comme jamais. Et là, je pense que vous hésitez. Vous dites oui, non, oui, non. Et après... Jean Castex, Olivier Véran. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Les hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies. La réalité des hôpitaux. Cette manière-là dans nos hôpitaux. Éric Dupond-Moretti, Olivier Dussopt. Regarde nos strates et personne n'a craqué. Et nous sommes là devant vous pour... Qu'est-ce que c'est que ça? Le Macron Circus est une sorte de version sordide du Moki Circus. Ah, c'est ça, il voulait faire un film qui s'appelle Macron Circus avec que des moments cringe. Et c'est peut-être parce qu'à l'instar du monde de Villavendre, les hommes politiques ne sont plus guère que des employés, soumis à des multinationales mafieuses comme la Cofarm, et à l'écoute des agences de conseil louches comme la Faxma, qui annoncent déjà le cabinet McKinsey. Quand le ciel s'assombrit, c'est pas bon signe. Fais attention. Je vais au bistrot. Ce qui explique que, comme dans Villavendre, ils ressemblent de plus en plus à des amuseurs ou à des clowns terribles, voire à des enfants attardés. À la différence notable que nous ne touchons pas les allocations des habitants de Mousson. C'est homophobe, ça, Vieux Man. Il a dit qu'il était homosexuel. C'est homophobe. Certes, mais même celles-ci ne vont pas durer, ce que soupçonnent ou affirment les personnages tout le long du film. Ils s'amusent, mais un jour ils travailleront. Les allocations. Attends, Irish Balou a donné 750 balles. Waouh. Waouh, c'est une dinguerie. Waouh. Oh, merci beaucoup, Irish Balou. Un de ces quatre, on en aura 3 fois moins. On n'aura plus de quoi bouffer. La politique de Moki n'a pas été facile à définir. On a toujours considéré Moki comme un anarchiste. Il n'a jamais accepté l'appellation, mais ses personnages sont surtout des utopistes. Ils visent de grands changements, en obtiennent de petits. L'utopie est toujours gagnée sur la situation présente, mais c'est un petit gain. Des petites victoires dans un monde terrible, mais des victoires réelles. L'utopie, disait GB, ça réduit à la cuisson. C'est pourquoi il en faut énormément au départ. La mentalité de Jean-Pierre Mocky rappelle curieusement celle des frères et sœurs du libre esprit. Représentant plusieurs milliers d'hommes géographiquement et qu'est-ce que quoi? Situés entre l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et l'Allemagne entre le XIIIe et le XVIe siècle, les frères et sœurs du libre esprit sont un peu le chaînon manquant historique entre les gnostiques des premiers siècles chrétiens. Ah, il veut venir aux gnostiques, lui. Tiens, et les socialistes utopistes des derniers. Ils se moquaient de l'autorité religieuse, mettaient leurs biens en commun, proclamaient l'égalité des sexes et acceptaient l'homosexualité. Ils détestaient la violence et la guerre, faisaient l'apologie des pauvres et pensaient que l'activité érotique, libérée des liens du mariage, permettait à l'homme de vivre à nouveau dans le jardin d'Éden. Ah, gros baiser, quoi. Pour eux, il n'y avait pas de péché originel. Dieu était en toutes choses et libre de tout intercesseur. Chacun pouvait et devait s'efforcer de vivre dans le bonheur absolu. Rejetés par catholiques comme protestants, ils ont évidemment été arrêtés, torturés. Ouais, comme les albigeois. Brûlés sans procès à chaque fois qu'ils ont été identifiés par leurs persécuteurs. Les frères et sœurs du libre esprit sont des sacrifiés de l'émancipation, des martyrs du bonheur. L'utopie de Mocky est celle d'un monde où tout le monde y trouverait son compte, tout simplement. Et à défaut de l'obtenir, ces personnages développent volontiers une éthique de parasite de l'ordre social, une sorte d'hédonisme hors la loi. Mais il y a aussi un romantisme chez Mocky. Le romantisme de celui qui décide de se battre pour ses idées, quitte à en mourir. On retrouve ça dans ses films comme dans sa vie. Mocky s'est débarrassé de l'attirail dramatico-bourgeois, avait écrit Delphine de Ton dès les années 70. Il fait une grande confiture de sentiments, grand comme ça, sans chercher à vous tirer une larme. Rigolard, agressif, grossier. Il est romantique comme c'est défendu. Mais oui, mais c'est pour ça, même le striptease, c'est pas juste un connard, il y a un truc. Son utopie, son romantisme ont eu le cinéma comme forme. Et comme le cinéma était sa plus grande passion, Mocky n'a jamais cessé de filmer. Quel qu'en soit le prix, quels qu'en soient les moyens, peu importe, l'important, c'est de tourner. Et ce n'est pas le film fini qui l'intéresse, c'est le film qu'il va faire. Dans la logique de Mocky, aucun film ne mérite qu'on s'y arrête. Tous ne font que passer. Il y a évidemment des Mocky plus intéressants que d'autres. Il y en a qui ne ressemblent à aucun autre. Tous sont nécessaires pour que chacun existe. Le cinéma de Mocky est un tout hétéroclite, où le meilleur côtoie le pire, mais où surtout les qualités de chacun s'échangent en permanence, et où c'est parfois le pire qui devient le meilleur. L'obsession des chefs-d'œuvre est un trait de hiérarchie idéaliste
qui s'oppose à la nature même de la vie, qui est création permanente. Carnaval inversant les puissances du haut et du bas, comme du bon et du mauvais goût. Le type qui croit avoir fait un chef-d'œuvre est un con, dit-il dans un entretien accordé à Chaos Reigns. Et au micro de François Angelier, dans Mauvais Genre, moi je suis d'accord, ça me fait rire. Aucun film n'est bon. On ne peut pas être satisfait, c'est pas possible. Une dernière question, Jean-Pierre Mocky, vous avez fait tellement de films, moi plus d'un. Si vous deviez garder, honnêtement, un film qui vous ressemble, selon vous, le plus de toute votre carrière. Aucun ne me ressemble, et d'ailleurs aucun film n'est bon. Non, mais à chaque fois il manque un truc dans une scène, il manque parce qu'on n'a pas d'arme, ou alors on a raté un truc, il y a un train qui passe, on le voulait, il n'est pas là, etc. Vous voyez, des trucs. Donc tout est faux. Donc on peut pas faire un bon film, c'est pas possible. On peut faire. Oula, ça fait un peu peur les yeux là. Des trucs qui intéressent les gens, qui les amusent. Un bon film, qu'est-ce que c'est qu'un bon film d'ailleurs? Merci Jean-Pierre Mocky. Moi j'aime bien sa philosophie. Hollywood a repris de l'esthétique classique l'obsession des chefs-d'œuvre. Le cinéma de Jean-Pierre Mocky a gardé de l'esprit du carnaval, l'indifférence à cette hiérarchie du goût, l'indifférence à la distinction des bonnes ou des mauvaises œuvres comme des bonnes et des mauvaises manières. Hollywood, et après Hollywood, YouTube, n'ont jamais quitté cette vieille manie humaine de donner des bons et des mauvais points, de trier et de classer les choses et les C'est moi êtres. Cette vieille manie c'est exactement ce que je fais. Humaine de prononcer des jugements, encore et encore. Ouais. Ce qui finit toujours par réduire l'énergie de la création artistique en l'assimilant à un moment de l'histoire des formes et en faisant la matrice potentielle d'un académisme à venir. Non, c'est pas vrai. Moi j'encourage les gens à faire de l'art. Non. L'académisme n'est jamais que la récupération de l'art populaire. Ça faut le dire à Antoine Goya. Tentative de neutraliser sa puissance émancipatrice initiale. Mais même si l'histoire montre la récupération de l'état créatif toujours à l'œuvre dans les sociétés humaines, celle-ci ne peut jamais empêcher la vie de revenir, et avec la vie, l'art. Le cinéma de Jean-Pierre Mocky est une fête. Merci d'avoir vu cet épisode de la fin du film. Eh ben, épisode incroyable. Mais rendez-vous dans un mois pour le suivant. Dans le prochain épisode, qui sera le dernier avant l'été, on parlera de Céline et Julie vont en bateau de Jacques Rivette. Si vous pensez que certains films auraient leur place dans la fin du film, n'hésitez pas à les citer dans les commentaires. Si vous avez aimé ce carrousel exégétique et ce pique-nique d'idées dans le cinéma de Jean-Pierre Mocky, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à Blast. L'exégèse est une fête. Let's go. Non, en vrai, bravo. Bravo, bravo. Celle-là en particulier, parce que la fin du film, des fois, j'ai du mal. J'ai peur d'être perdu. Je trouve que le dernier, c'était dur. Et là, c'était assez limpide. Je pense qu'il n'y en a pas qui étaient full perdus. Genre, ça fait sens, en fait. L'autre, je me rappelle plus trop, du coup. Mais là, ouais, bon. Carnaval, ça me parle, moi, en tout cas. Ça me parle. Peut-être parce que je peux mettre du contexte aussi. C'est ça qui fait que ça marche.